Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que Michel Lauzière. Si vous ne connaissez pas Michel Lauzière, c'est un humoriste, performeur, musicien ou ramasseur de patentes qui va le recycler en instrument. Michel Lauzière, il a commencé sa carrière avec les Fous Braques dans les années 80-90. Et ensuite, quand ils se sont séparés, il a fait sa carrière solo, puis il a été connu, il a fait des spectacles à travers le monde, aux quatre coins de la planète. Il a participé 3 fois au David Letterman Show. Je pense que c'est le Late Night Show de David Letterman, qui est quand même assez incroyable, un show qui a eu énormément de succès. Puis lui, il est allé là 3 fois, fait que c'est vraiment très impressionnant. Il a fait des spectacles pour la reine d'Angleterre avec toute la royauté qu'il y avait là. Puis bref, gars, il est venu nous parler de ça, il est venu nous parler de comment il fait ça, c'est ça. Fait que tu sais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il il recycle des instruments, puis il fait de la musique avec, puis il y a plein de blagues là-dedans, il y a plein de performances là-dedans. C'est lui qui avait un suit au complet avec plein de klaxons, fait que là, il faisait comme ting, 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 puis là, il faisait un beat avec ça. Ou sinon, aussi, on a pu le voir, nous autres, ceux qui sont un peu plus de mon âge, on l'avait un peu découvert avec, quand il se promenait en rollerblade, avec une tige après ses rollerblades, puis là, il faisait de la musique qui cognait la tige sur des bouteilles de vin. Fait que bref, c'est quand même incroyable. Puis là, il a fait le tour du monde, puis c'est ça, il est venu nous parler justement de tous ces spectacles-là, de toute cette expérience-là, pourquoi que ça finit avec les Foubraques, pourquoi que... bref, en tout cas, vous allez le découvrir dans le podcast. Fait qu'un gros merci à Michel Lauzière, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment un monument de l'histoire du Québec. Fait que j'étais vraiment content de le recevoir. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, bien important, d'aller vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va vous permettre, entre autres, d'écouter des podcasts tout d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, on a un podcast avec Hugo Gérard, avec Olivier Aubin-Mercier, qui vient tout juste de gagner champion du monde au poids léger à la PFL. On a aussi un podcast avec Ben Lefebvre. Fait que bref, vous pouvez toutes les écouter. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique à une fois par semaine. Puis c'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Fait que c'est pas grand chose pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Ou sinon, quoi d'autre que j'ai à vous dire? Ben, c'est ça, si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire. Mais vous pouvez toujours le faire. De façon financière, même pas besoin de dépenser, juste besoin de, quand vous écoutez le podcast sur YouTube, ne cliquez pas sur passer les annonces, comme ça, moi je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que j'ai avec Facebook, avec YouTube, je veux dire. Fait que sinon, c'est ça, je vous encourage à aller vous abonner sur mon compte, ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up, cliquez sur abonner, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Cliquez sur la cloche ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Facebook Jerry Alain ou à ma page Instagram Jerry Alain. Ça va être super apprécié. Sinon, un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Là, je m'en souviens plus vraiment parce que là, moi, comme vous avez remarqué, je suis pas chez nous, je suis chez mon père. Puis, ben, je pense que ça va être Alex Lavoie, Michael Boulanger, Vicou, Steve Baudouin, Steve Baudouin alias Mofo, Monsieur Camaro. Bref, gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, super apprécié. Merci à Michel Lauzière. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, tout le monde. Merci à tout le monde qui me suit. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Très content de recevoir mon nouvel invité, Michel Lauzière. Ça va bien? Bonjour, fiston! Sais-tu pourquoi je dis ça? Parce que c'est un de mes garçons qui a à peu près ton âge Ouais, et qui m'a introduit dans à l'univers des podcasts. Puis c'est le seul que je connais jusqu'à date parce que j'avais jamais écouté un podcast avant. Mais j'ai dit, c'est intéressant. Ben ouais. Donc, c'est un endroit où, tu sais, Tu sais, c'est vraiment...
c'est ça, super libre, là, tu sais, on peut parler de tout puis de rien sans de rien, moi, c'est parfait pour moi. sans se soucier des commanditaires ou de se faire couper ou de le temps accordé. Fait c'est parfait. Puis là, c'est ça, tu me lançais plein de belles fleurs, comme quoi que t'avais écouté une couple de podcasts. Comme je t'ai dit, c'est super apprécié. Comme je t'ai dit en préambule, c'est pas pour être têteux, mais ça peut aider des fois. Non, mais sérieux, j'ai découvert quelque chose. Ouais, ben pour le monde, ça qui te replace pas, Michel Lausière, 45 ans dans ta carrière, t'es humoriste, inventeur d'instruments de musique et tu fais de la musique avec des objets, des instruments recyclés, puis t'as fait le tour du monde, t'as joué dans 55 pays, t'as même déjà joué devant le prince Charles qui est aujourd'hui le roi Charles III. Mais la reine était là aussi, fait que ça comptait royal pareil. C'est ça, c'est ça, c'est très impressionnant pareil. Merci d'avoir accepté mon invitation, puis merci à ton gars. Ça fait plaisir, oui. Merci Zachary. Ouais, ça d'avoir fait le contact. Peut-être j'aurais pas dû le nommer, peut-être je vais y faire honte, mais en tout cas, on va essayer de... C'est ça, puis aussi, toi, tu as commencé ta carrière avec les Foubraques. Oui. Puis ça a vraiment fait parler, parce que même encore aujourd'hui, oui. Tu sais, les Foubraques, il y en a encore qui parlent de ça. Fait que, puis moi, j'ai zéro connu ça, là, je pense. C'est même pas mon époque, j'étais même pas né, Sans doute, oui. Parce que nous, on a terminé fin 88, et puis toi, probablement, que tu es à peu près l'âge de mon fils, vers 92, 93. Moi, je suis né en 91. Bon, tu es un peu plus vieux, mais voilà, ça fait un bout de temps. Mais c'est que la carrière qu'on faisait était à 99% au Québec. Contrairement à ce que j'ai fait après. Donc, c'est ça, là, on a fait une belle, une très belle carrière. C'est pour ça que ça en parle même encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on on faisait de la publicité pour les restaurants Mike, on faisait des belles tournées, on avait même commencé à faire quelques sorties, parce qu'on avait des numéros musicaux, visuels, comme c'est un peu la branche dans laquelle me suis surspécialisé par la suite. Mm-hmm. On en avait des numéros comme ça, on jouait de la pompe à vélo, tu sais. Ouais. On prenait une pompe à bicycle, là, les vieilles pompes surtout comme ça. Là. Genre et puis, on se trouvait avec les doigts, on mettait l'embout entre les doigts comme ça, là, puis en serrant plus ou moins fort les doigts, ce qui demande une pratique de fou pour faire de la musique. Ben, c'est ça, on jouait c'était un bon numéro, un très beau numéro ce qui est devenu un peu notre marque de commerce. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, oui, ça a été une belle carrière. Puis ça s'est terminé en 88, comme je te dis. On a trouvé le nom en 75. Donc 75, même si on a passé un an à peu près sans jouer, là, mais c'est pas grave, on avait le nom, tu sais, au moins c'était déjà ça. Puis c'était qui? Parce que c'est Jean Roy, je pense. Jean Roy, oui, c'est puis ça a été un peu comme un autre gars de Drummondville. Hein, d'abord, on vient de Drummondville, tous les deux. Et puis, moi, je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Tu sais, il a toujours eu 13 ans de plus que moi. Là. Mm-hmm. Donc, il y avait 26, 27 dans ce coin-là. Mais moi, j'ai eu, en tout cas... Donc, c'était vraiment comme quelque chose d'anormal, entre guillemets, hein, pour mes parents, tu sais. Ben ouais. Ça a été une grosse... Non, parce que sérieux... C'est ton ami plus vieux de même. Oui, c'est ça. Tu te tiens avec un gars qui est pas supposé d'être... tu sais, c'est pas de ton âge du tout. Fait que c'est sûr que ça a été... passionnant parce que moi c'était comme quelqu'un qui fait de la jongle, il jongle et il y avait un chien savant, en tout cas tu sais c'est un gars qui attirait beaucoup de l'attention, plein de jeunes autour puis il aimait ça enseigner des choses, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi j'étais pas le meilleur dans par exemple la jonglerie, c'était une chose qui me passionnait. Mais j'aimais tellement ça que j'ai pratiqué, puis finalement, je suis devenu meilleur que lui. On le dira pas. Non, mais je te veux dire, je me suis bien développé. Ensemble, on a fait des beaux numéros de jonglerie. Ouais. Et d'autres choses aussi, d'acrobatie. Donc, pour moi, c'était comme tu rencontres, moi, un père qui parle presque pas. Tu sais, j'entends souvent c'est typique, et c'était peut-être plus typique à ce moment-là, d'avoir des parents, surtout le père, qui communiquent pas beaucoup avec les gens. Tu sais, on sent qu'ils nous aiment, mais tout à coup, tu rencontres... ses émotions. Puis en plus, on est 7 enfants chez nous. Tu sais, là, tout à coup, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, puis qui voit que j'ai un potentiel, puis qui me donne des outils. Fait que ça a été quelque chose. Bon, là, c'est devenu élevé parce que, tu sais, on va passer là-dessus rapidement. Mais il faut aller là. C'est que
quand je te dis que les parents n'étaient pas d'accord, ben, ils sont allés loin, là, tu sais, eux autres, ils voyaient, tu sais, c'est un homosexuel, tu sais, c'est ci, c'est ça. Donc, à un moment donné, il y avait moi, j'allais à l'école, puis il y avait un policier détective à qui je devais me rapporter toutes les semaines, tu sais. Ah, Tu sais, t'as 14 ans, puis tu vas à l'école, puis moi, j'ai toujours pris les études et tout ce que je faisais au sérieux, tu sais, puis là, ben, c'est distrayant, puis là, t'es écartillé entre des décisions difficiles à prendre. Là, tu dis, ben là, à un moment donné, le monde va peut-être penser ça, puis mes parents, c'est dur. Mm-hmm. Alors, finalement, la 2e ou 3e semaine que je me rapporte au détective, il me dit, c'est quoi ça? C'est quoi ton affaire, toi? C'est comme s'il avait oublié, tu sais. Ouais. J'ai dit, j'ai pas de dossier sur toi, tu sais. En me disant, fais un clin d'œil, c'est correct, là, tu peux pas tenter. Donc, c'est comme ça. Ça fait rien de mal. C'est ça, exactement. Donc, mais quand j'ai commencé. Ça a été quand même compliqué. Oui, ça a été compliqué, mais le côté, évidemment, passionnant était toujours là, tu sais, puis je commence à faire des concours d'amateurs. J'ai fait je sais pas ce que je faisais là à 15 ans, je pense, dans un bar. À minuit le soir. Il faisait des concours d'amateurs. Puis ça, là, coup, je gagne un concours d'amateurs, gagne un repas au restaurant. Je n'ai jamais mangé au restaurant de ma vie. Et puis, après ça, je fais l'exposition locale, l'exposition agricole. Et là, je gagne 75 piastres. Je suis fier de dire à mon père, écoute, j'ai gagné 75 piastres, papa. Fait que là, OK, c'est le fun. Là, tu te débrouilles. Puis là, avec ses préjugés, il est comme là, qu'est-ce que t'as dû faire pour ces 75 piastres? Non, papa, c'est pas ça, là. J'étais dans un bar. Bon, Chris, dans un bar. Mais en tout cas, toujours est-il que ça s'est tassé jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Et puis, on a commencé à faire des tournées, nous autres, improvisées. Des tournées comme ça, là. Toujours avec Jean. Oui, c'est ça. Là, on n'avait pas encore le nom des Foubraques, mais on faisait quand même des tournées. J'allais à l'école, puis l'été, on partait en tournée. On ne savait pas où on irait. On avait une camionnette, tu sais, un peu la camionnette Volkswagen, là. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, on l'avait transformé en camper, puis on s'en allait dans Gaspésie, puis on arrêtait quelque part, puis on allait voir souvent le curé, parce qu'il y avait une salle paroissiale, puis on pouvait, à 2-3 jours d'avis, organiser un petit spectacle rapidement. Ah ouais, puis il y avait un genre de mégaphone. T'en plein ça. Puis là, tu partais dans la ville, puis là, tu le disais. Oui, mais c'était vraiment... Ça marchait assez pour... ça payait pas gros. Mm-hmm. Souvent, il n'y avait pas grand monde, mais la plupart du temps, c'était une très bonne moyenne. Puis vous splittez à FNAF... Ben non, c'est qu'on... Avec la paroisse? Pas venu de splitter. Ah oui, ça veut dire, OK, je pense que je veux dire entre nous autres, OK. Ouais. Splitter, c'est une autre affaire qui va venir plus tard, ça. Mais c'était pas dur. Non, ça peut être 50-50. La plupart du temps, ça 60-40, mais peu importe. Mais au moins, on mettait du gaz jusqu'au prochain arrêt. Et donc, c'est ça, ça a été... donc, ça s'appelait pas encore les Foubraques. Puis là, plus ça allait, plus ça devenait semi-professionnel. Puis ça ressemblait à quoi, ce show-là? C'était plus du cirque ou encore de l'humour? Ou c'était entre les deux, parce que je me souviens d'un titre du Journal de Montréal, je pense, qui disait, ou de la presse, peu importe, c'était entre Paul et Paul et le Cirque du Soleil. Donc, tu sais, il y avait un côté absurde. Paul et Paul, ça, c'est... Non, moi, je ne sais pas, mais il y avait des humoristes qui étaient influencés de l'absurde, ouais, mais surtout verbal quand même pour eux autres. Mais nous, il y avait le côté ridicule un peu, tu sais, des acrobates qui se pétaient la gueule. Burlesque. C'était burlesque, mais burlesque, je dirais pas burlesque à l'ancienne mode. Tu sais, on se moquait. Il y avait vraiment un absurde là qui... Je pense que je revois ça des fois, puis je dis, c'était bon. Tu sais, c'était pas simpliste, parce que souvent, burlesque ou bien ancienne variété, ça donne une connotation, tu sais, cirque, là, mais le cirque plate, entre guillemets, là, je veux dire. Fais attention à ce que je dis, moi, là. Non, mais je veux dire, le cirque traditionnel, là, où c'est que tu as les numéros un après l'autre, puis nous autres, on se moquait un peu des clichés. C'est ça, c'est une parodie des clichés. J'ai toujours adoré le cirque, mais il reste que au lieu d'avoir un dompteur de chien, d'autres, c'est un dompteur de poubelle. C'est ça. Ils mettaient une vieille canne de conserve à côté, puis ils disaient bouge pas. Puis elle bougeait pas, puis il la récompensait. Mais tu sais, c'était vraiment c'était gros en même temps, mais quand tu t'allais des fois, c'était 2e, 3e degré. Donc, je pense que c'était bien fait.
Et puis... ça, vous promenez de village en village? Non, mais là, ouais, on l'a fait ça on faisait ça l'été, mais à un moment donné, moi, il est arrivé un moment où, à 18 ans, oui, c'est ça, où j'allais à l'école, bon, j'allais au cégep, et puis, comme je dis, j'aimais bien ça, le cégep, j'aimais les études, j'étudiais en psychologie, et je faisais en même temps, je faisais de la course à pied, je pratiquais à jongler plusieurs heures par jour, je faisais de la musique, j'étais dans le club de handball du cégep, à un moment donné, j'avais plus le temps. À quelle place que je vais couper? Fait que je dis, bon, je pense que ça va être l'école. J'ai laissé le cégep au moment où il me restait quelque chose comme 2 crédits pour avoir mon diplôme. Je me suis dit, si jamais j'en ai besoin, je vais revenir. Puis là, je vais peut-être y retourner bientôt. Je sais pas, là. Pas aller. Je l'ai pas. J'ai pas mon diplôme. Ah ouais. Puis, mais par exemple, c'est ça, tu as pu te consacrer de plus en plus à justement de quoi qui est devenu des fous-braques. Oui, il y a ça. Puis aussi, j'ai oublié de dire, il y avait les caricatures aussi. Donc, il y avait, pour un journal local, je faisais des caricatures. Ça, j'ai commencé aussi en même temps de faire tout ce que je viens d'énumérer, je faisais aussi des caricatures. Fait que vers 76, non, c'est en 76, à un moment donné, les caricatures, ça allait bien aussi. C'est arrivé un moment où j'ai dû choisir entre caricature ou spectacle. Parce que les deux s'annonçaient bien, tu sais. Puis en 76, c'est le journal Montréal Matin. Montréal Matin, avec Marc Laurando comme rédacteur en chef, qui m'avait offert de faire 2 semaines pendant les Olympiques, à part ça, je pense, parce que l'autre était passé en vacances. Fait que, finalement, après les 2 semaines, il dit, est-ce que tu veux le poste? Je dis, oh boy, c'est que je rêvais de ça, mais à un moment donné... Là, c'est une carrière qui débute. Oui, c'est une carrière qui débute. Fait que, puis l'autre aussi a débuté, fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai pensé une bonne semaine, puis j'ai dit non, tu sais, parce que je savais que si je prenais ce poste-là, t'allais rester là. Tu sais, je ne pouvais plus m'en aller 2 semaines, 3 semaines ou faire les voyages. Non, il faut que tu te concentres là-dessus. T'es encore jeune, t'es jeune, tu commences, c'est ça. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Fait que, OK, puis comment que ça en est devenu à devenir aussi big, les Fous-Braques, tu sais? Parce que c'est ça, moi, j'ai pas pu connaître ça, mais c'est devenu vraiment gros. C'est le festival Juste pour rire. OK. Et on était, je pense, nous, c'est en 84. Oui, c'est en 84, puis la 2e édition. Hein? Donc, c'était très nouveau. Tu sais, à cette époque-là, là, tu savais que tu avais fait le festival. Et, tu sais, puis on savait que ça avait bien été. Fait que là, on leur demande à quelle date ça va passer. Fait que, OK, ça passe tel samedi soir. Fait qu'on savait que le dimanche, on serait connu partout dans la province. C'est ça, parce que c'est l'époque des Juste pour rire, quand tu faisais un gala puis tu scorais. C'était à Radio-Canada, je pense, dans ce temps-là, mais tu sais, il y avait 2-3 postes de télé, là, puis... Ouais. Fait que si tu faisais quelque chose qui avait un succès, ben boum, c'était là ça part. Donc C'était quoi le numéro que vous aviez décidé On avait de fait faire? un numéro, je l'ai revu même d'ailleurs dernièrement. J'ai été surpris un de mes gars qui m'a sorti ça. Il dit, gars, as-tu vu ça sur Internet? Hein? Ben, c'est un numéro de celui-là de jonglerie où est-ce que c'est qu'on est une équipe, un duo de jongleurs, on va jongler avec des quilles, on a chacun 3 quilles, puis là, 1, 2, 3 go, on les garoche, tombent tout à terre. C'est niaiseux au début, mais c'est tout amené d'une manière de manière comique quand même. Et puis, ben, on finit par faire quelque chose de... J'ai gardé un peu d'ailleurs ce pattern-là. C'est de commencer avec quelque chose qui a l'air nono, puis être capable de tenir ton bout pendant au moins, mettons, 15 secondes, là, pour pas débarquer, pour pas que le monde s'en aille. Par ça, qu'il voit que, regardons ça, c'est bon. C'est impressionnant. Wow, c'est drôle, puis il rit en même temps, tu sais. Fait que tu pars de quelque chose de nono, mais après ça, tu dis, c'était pas nono, puis en plus, il y a un deux, tu sais, ça se développe. Il n'y a pas non plus de plateau, là. C'est important d'un numéro tu pars quelque chose de nono, d'abord, c'est sûr que ça prend de monter. C'est pas nono, ça prend de monter, c'est sûr. Faut pas que ça niaise trop au bord de ça. Ensuite, faut que ça se développe, mais il faut pas que ça soit comme ça, là. Même si tu as un punch à la fin, c'est pas que tu s'en aides. Puis là, boum! Et puis, donc, c'était ça. D'ailleurs, on a fait 2 ou 3 numéros.
Et puis dans ce temps-là aussi, je pense qu'il y avait, tu sais, il me laissait aller un bon 15 minutes. Il y avait besoin de... Maintenant, tous les humoristes, ça se garoche, entre guillemets, puis je comprends, tu sais, pour faire des festivals comme ça. Mais dans ce temps-là, après deux éditions du Festival Juste pour rire, il était content, eux autres, d'avoir un bon 20 minutes dans un gala, tu sais. C'est ça, il manquait tellement d'humoristes. C'est pour ça qu'ils ont créé l'École nationale de l'humour. C'est venu après. Il y en avait quand même. Je veux dire, mais il reste que les invités, on avait un peu plus de temps. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Donc, c'est en 84. C'est ça qui nous a lancés. Puis là, vous avez dit, OK, il faut qu'on check quand ça passe, à quel moment. Oui. Là, parce que c'est quoi que vous aviez prévu, justement? Ce qu'on avait prévu? Oui, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oh, non, on n'a rien prévu. C'est-à-dire que ça nous a donné aussi, juste l'image de dire que tout à coup, on savait qu'on était pratiquement des inconnus, puis on savait que d'un jour à l'autre, on tomberait, pratiquement pas des vedettes, mais en tout cas des gens très connus, tu sais. Et puis, donc, non, on n'avait rien prévu de spécial, mais on a aussi ça nous a donné la chance de créer de l'intérêt pour des agents éventuellement. Et puis Luc Faneuf, qui est un excellent producteur et agent, et il est venu nous voir à Drummondville dans les semaines qui ont suivi. Et lui, il a dit, écoutez les gars, il savait qu'on avait un show aussi. Là. On avait déjà un show qui roulait quand même assez bien depuis des années, là, quand même. À partir de 80, là, on faisait pas mal de spectacles dans des festivals et tout ça. Bon, on commençait à charger des prix qui nous permettaient de vivre. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, là, il y a un grand bout là, que c'était la bohème. Là, on était coloc en plus, parce qu'à 18 ans, mes parents m'ont sacré dehors de chez nous, parce que je voulais pas écouter. Okay. Depuis 4 ans que je faisais tout ce qu'il disait. Le contraire. Quasiment, là. Lâcher l'école, lâcher la job. C'est ça. Alors, donc... Mais en même temps, tu t'en es bien sorti, par exemple. Ben, ça a pris un certain temps, là. Non, mais ça a commencé à bien marcher. Et puis, donc, avec Luc et sa bonne organisation, ben là, il nous a fait monter un autre coche. Oui. Ouais. Et puis, donc, il est allé aussi nous chercher un contrat de publicité important là, avec Mike. Ouais. C'était des belles productions. Ça aussi, j'ai été surpris. Dans la dernière année, en tout cas, de voir que c'était le fun. Tu sais, c'était bien fait. Puis on faisait un petit peu de comique, tu sais, dans une annonce. Ça se fait vite, hein. Mais je regardais le langage. On était habitués, nous autres, de jouer physique, tu sais, qu'ils prenaient une pizza puis qu'ils faisaient semblant de me donner. Puis, tu sais, juste le physique, là, c'était vraiment comme on était un duo physique, là. Tu sais, dans le sens, là, comme un Laurel et Hardy, là. Tu sais, lui, les gens l'appelaient le petit gros, mais il était pas si gros que ça, puis il était pas si petit que ça, puis moi, j'étais le grand sec, j'étais pas si grand que ça, puis j'étais pas si sec que ça, tu sais. Mais, c'est pas grave, c'était comme, moi, j'étais le straight man, en gros. Ouais. Mais souvent, j'étais aussi nono que lui, là, mais le personnage se précisait, là, tranquillement. Puis, est-ce que vous avez pu vous promener un peu, vous autres, quand même? C'est pas juste au Québec, mais un peu à l'extérieur? Oui, on a fait quelques sorties. On a fait... dans la dernière année, vers 87-88, on est allé à Paris, on est allé en Allemagne une fois, on est allé à Londres une fois. Puis c'est pas mal ça. Au Chili. On est allé au Chili aussi. OK. Donc, mais ce qui se passait, c'est qu'à mesure que le succès des Foubraques se confirmait et que ça devenait payant, nous, entre nous, c'était plus difficile. C'était au niveau humain, là, tu sais. Puis au niveau aussi, peut-être, orientation de carrière, tu sais, parce que il y avait certains numéros qu'on avait fait dans quelque chose avant, mettons 10 ans avant d'être connu, et puis que moi, je trouvais que, tu sais, C'était démodé ou... Ben, c'était pas démodé. Je trouvais que là, il fallait penser à se renouveler. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il fallait commencer à penser à se renouveler pour une autre tournée qui aurait été encore plus payante. Puis là, il disait, on va faire tel numéro. Fait que moi, je disais, ben non, on va faire d'autres numéros. Tu sais. C'était le numéro qu'on avait fait il y a 10 ans. Je trouvais que c'était pas... je trouvais que ça passait pas bien. Puis, mais ça, c'était quand même des détails. Là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que entre l'âge de 18 ans et une bonne dizaine d'années, là, on était coloc, on mangeait de la chenoute. Là, tu sais, je veux dire, même que je pense que pendant quelques mois, on était sur le BS. Tu sais, juste te dire comment que... L'aide sociale, je veux pas... c'est pas comment... Pas condescendant que je dis là, que j'ai été dessus pendant quelques mois.
Donc, on n'avait pas de revenus, puis, mais on avait toujours quand je dis la bohème, là, c'est vrai que la bohème, il n'y avait pas ça, là. Quand il dit de la bohème, tu manges des toasts, puis du beurre de pinot, là. En tout cas, on a mangé en masse. Mais ça, donc, tout à l'heure, quand tu as dit, vous partagiez 50-50, je crois, tu parlais avec le curé ou l'organisateur. Moi, j'ai pensé 50-50. Je pensais que tu me disais... Dans le duo. Dans le duo. Mais c'est ça, c'est que quand l'argent est rentré, la pauvreté, c'était 50-50. Ouais. Quand l'argent est rentré, il voulait 70-30. Ah, ouais. J'ai jamais parlé de ça en public, mais c'est un fait qui est c'est un fait. Mais aussi, c'est que moi, quand j'ai vu ça, je suis allé voir le comptable, Luc Faneuf, les gens de l'extérieur qui étaient avec nous autres, puis j'ai dit, regarde, c'est quoi que vous pensez, tu sais, parce que moi, je pense que ça devrait être 50-50. Et puis, on dit oui, c'est vrai, tu sais, parce que, tu sais, c'est dur quand t'es TQ, et puis que t'as ton mentor, puis plus vieux, ben là, à un moment donné, on grandit, puis on est deux adultes, là, puis aussi, moi, j'avais pris ma place. Le rapport, il est plus le même. Ouais, le rapport n'est plus le même. Fait que, donc, ça a été une des choses, si ça avait été juste ça aurait pu se régler, mais c'est que, humainement aussi, on s'en allait pas aux mêmes places. Et puis, moi, j'ai accepté, fini par négocier 60-40, tu sais, pour un bout de temps. Après ça tirait. Puis là, ben, j'ai dit non, là, maintenant, ça va être 55-45, tu sais. Parce que je voulais que ça continue, moi, parce que dans le fond, on avait tellement travaillé beaucoup avant que ça aboutisse. Puis là, on avait le contrat de publicité qui était énorme pour l'époque, là, je veux dire, en sécurité financière. Et puis, ben là, à un moment donné, le côté humain aussi, puis le côté orientation, là, puis philosophie d'une carrière artistique, là, ben j'ai dit, maintenant, ça va être 50-50. Apprendre ou à laisser, puis on le fait pendant 1 an, si tu veux, puis c'est fini après. Parce que... T'en avais... Ouais. D'accord. Ouais. Tu sais, puis c'était dur, parce que tu dis que tu mets c'est là que tu dis, bon, c'est quoi je vais faire? C'est-tu de faire de l'argent? C'est-tu d'être une plus grosse vedette? C'est-tu... Tout ça, oui. Mais quand que tu sacrifies quelque chose comme juste simplement d'être bien dans ta peau, là. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ouais. Donc ça a été... J'en ai chiolé un coup, là. Tu sais, à un moment donné, même avant des spectacles, tout à coup, tu sais, on faisait on était au chalet de ski de Saint-Sauveur pour un été, tu sais. Puis là, ça brassait, là. Tu sais, les spectacles allaient bien, mais ça brassait entre nous autres, là. Puis là, moi, je me disais, colique. Ah, c'est que vous chicanez. Juste avant le show, moi, on commençait le spectacle, tu sais, chacun de notre bord de la scène. Fait que j'étais tout seul sur mon bord de coulisses. Puis là, j'étais en train de broyer, puis ça rentrait. Le spectacle commençait dans 20 secondes, tu sais. Là, le producteur, il passe, il dit, vas-y, c'est beau, amuse-toi, tu sais. Puis là, ouais, tu sais. C'est là, tu rentres, il n'y a rien de... Les fous-braques sont programmés. Puis toi, c'est ça, C'était dur. Ah ouais. Ouais. À ce niveau-là. Ouais. Fait que toi, t'as amené ça le plus loin que t'es capable pour toi. Là, oui. Non, pas pour moi, je pense que... Ben, c'est parce que si tu parles pour toi-même. Là, oui. Ça, et si j'avais fait des concessions sur des choses essentielles, ça n'aurait pas pu survivre pareil, tu sais. Tu comprends? Avec le recul, c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, que j'ai prise, mais c'était la meilleure aussi. Ouais, parce que il y a aussi, tu sais, le fait qu'une fois que moi j'avais décidé que je fasse de la scène ou pas, je m'en vais. Puis pendant quelques mois, quand je parle d'une année, donc une année pour se donner une chance à tous les deux, tu sais, de préparer l'après-Foubraque. Fait que je trouvais que c'était logique. Puis ça, il a accepté ça. Tant mieux. On s'est entendu sur quelque chose. Hein? Pendant les premiers 6 mois, moi, je me disais, je vais peindre, je vais faire de la caricature, je vais faire autre chose. Peut-être que je reviendrai à la scène dans X années. Là, à un moment donné. Au bout de 6 mois, je me suis dit, non. Si je veux faire de la scène, c'est là. Ouais. Et puis, donc, j'ai commencé à développer des numéros de mon côté. Et puis, donc, quand la date fatidique est arrivée, je pense que c'est le 21 décembre 88, on est allé dans un collège quelque part dans l'ouest de Montréal, a fait un spectacle, c'était notre dernier.
Ben moi, j'avais déjà en tête, j'avais des vidéos que j'ai tournées et que j'ai envoyées à quelques agences et ça a été vraiment instantané. Instantané, là, surtout avec l'affaire de la grosse balloune, tu sais. Tu sais, une grosse balloune à peu près de 2 mètres de haut. Grosse balloune jaune. Les gens qui n'auraient peut-être pas vu ça, c'est ça, c'est un gros ballon. Ça, là, un ballon d'anniversaire, mais quelqu'un qui aurait, mettons, 300 ans, puis ça grossit avec les années. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, puis affaire, je me rends de la tête dedans, puis avec une musique solennelle, parce que s'il y a quelque chose de bizarre, c'est bien ça, mais je me dis, il faut qu'il y ait un contraste entre la performance loufoque ou surprenante. Il faut qu'il y ait un contraste entre ce que je fais, qui est complètement sauté, puis quelque chose de très solennel. Pam, 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 tu sais, le lever du soleil de Richard Strauss. Les gens appellent ça Odyssée 2001, le thème du film. Mais c'est ça. Puis ce numéro-là, mais ça m'a lancé. Ça m'a lancé. OK. Fait que t'as une chance que ça a quand même bien pogné. T'as-tu dû avoir à recommencer à zéro quand même, mais ou avec ça a été la... Pas tout à fait à zéro, à 0.5, mettons. Ouais, c'est ça. C'est sûr que lorsque un duo éclate, c'est pas le straight man qui est perçu comme celui qui peut survivre en solo. Hein, et c'était pas évident non plus. C'est sûr que... Excuse de te couper, mais est-ce que c'était pour ça qui disait que la part devait pas être égale, vu que c'est lui qui ferait, puis toi, t'es le straight man? Je sais pas la réflexion, mais quand on regarde le travail qui était fait, lui avait une force, moi j'avais une autre force, on les combinait bien, tu sais, dans la pauvreté. Ouais. Je veux dire, pour faire marcher la chose, là, tu sais. Mais à un moment donné, quand ça s'est développé, le côté, moi, je voulais que ça soit organisé, OK? Puis donc, ça, c'est un côté même que peut-être que j'avais peut-être un peu trop, parce que en scène, il faut pas non plus que faut que tu sois souple, tu sais. Moi, si j'aurais voulu avoir des textes précis, c'est sûr, on n'a jamais eu. Et les textes, c'était nous autres, on disait, OK, quel numéro qu'on fait juste avant, là? Si on parle quand on faisait des petites tournées, là, tu sais. OK, ici, on fait tel numéro, les affaires sont de même, puis c'était juste, on partait, puis c'était improvisé au moins la moitié est improvisé. Tous les liens, tout ça. Tu y vas avec ta mémoire. Tu y vas avec la mémoire, mais tu vas aussi avec le beat. Le beat, puis aussi t'apprends, étant donné que les punchs sont pas coulés dans le ciment, là, t'apprends, il y en a un tout à coup qui passe une affaire, puis c'était pas tout à fait prévu, mais on vient qu'on a comme un petit dispositif là, automatique. Aussitôt que l'autre parle, moi je viens pas parler. Ça sort pas parce que j'ai attendu une fraction de seconde qu'il va parler. On parlait pas ensemble. Tu sais, des fois, dans des discussions ou même dans certains spectacles, des fois, les gens, il y en a tout à coup, ils vont parler un par-dessus l'autre. Ça fait partie de l'affaire, c'est correct, là. Ben, ça m'a appris aussi à accepter le chaos, mais mettre un peu d'ordre dedans. Tu sais. Autrement dit, là, c'est ça à quoi je vais en venir, c'est que dans le duo, moi, j'écrivais on faisait un brainstorming, là, moi j'écrivais les notes, puis les gags, tout ça, qui sortaient. Puis à un moment donné, il disait, hey, tel gag, c'est moi, tel gag, c'est moi. Je dis, ouais, non, t'as une minute, là. Ce gag-là, c'est à moi, celui-là, c'est à toi. Je me suis mis à les écrire. À mesure que j'écrivais, je mettais les initiales à côté. Ah ouais. Tu sais, quand tu dis, là, l'affaire de 70%, ça marchait pas parce que c'est moi qui faisais aussi, qui montait la progression des textes et puis tout ça, mais ça enlève pas que c'est sûr, on travaille en duo, là. Donc, il y avait aucune raison. C'est pour ça, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand j'avais l'impression, moi, que ça devait être égal, j'ai demandé aux autres. Tu sais, j'ai demandé à ceux qui étaient proches de nous autres. Je disais, est-ce que c'est moi qui perçois mal la réalité ou ben non? Ouais, c'est ça, qui comprend pas la game. Bon, voilà, non, exactement. Donc, c'est à peu près ça, le début des Foubraques, puis la lance. Moi, quand je suis parti solo, ça a été rapide parce que je m'étais préparé. J'ai eu 6 mois, tu sais, comme dans la dernière année, on faisait des tournées, je dis, bon, OK, après avoir pensé 6 mois ou évalué plein de possibilités, je dis, OK, je tombe là-dedans, donc, il faut que je me fasse mettons, 20 minutes de matériel, tu sais. Donc, mon 20 minutes de matériel, il n'était pas expérimenté encore, il n'était pas rodé, mais au moins, il était prêt, tu sais, il était prêt au moins à essayer, là. Ouais. Puis je l'ai essayé dans des émissions de télévision,
avec 40 millions d'auditeurs. Ah ouais? Parce que dans le fond, tu l'as fait en live, ça? Oui. Ah, ça c'est une drôle d'histoire parce que l'affaire de la balloune, à un moment donné, on est allé, Luc Faneuf et moi, on est allé au Japon. Parce que on avait une offre que tous les deux, les Foubraques, on irait faire quelque chose là-bas, enseigner à un monsieur à jouer de la pompe à bicycle, tu sais. Luc, il venait pour le fun, tu sais. Et puis, parce qu'il y avait 2 billets d'avion, il avait prévu les Foubraques, mais l'autre, il voulait pas venir. Moi, je dis, on y va. Tu sais, Luc, il me dit, oui, on devrait y aller. Là, vous étiez séparés à ce moment-là? Non, t'es pas séparés encore. OK. Ben, on était séparés dans le sens qu'on savait qu'on se préparait des affaires sur notre bord, là. Ouais. Et puis, ben, c'est ça, on va là, et puis... c'est arrivé, en tout cas, c'est là que j'ai entendu parler d'un gars qui avait une grosse balloune. Fait que moi, dans le temps, je me disais, moi, je faisais des caricatures au son de la musique, tu sais, un peu comme un chef d'orchestre. Puis chaque ligne allait avec une note de musique, tu sais. Mettons, je dessinais, je jouais l'évêque, là. Je dessinais l'évêque, dans ce temps-là, c'était à mode dans ce temps-là. On faisait, il était bien connu, il était actif. Donc, je faisais pam, 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 puis en 19 secondes, ben, on envoyait la face de René Lévesque sur une grande feuille, là. Mais je voulais dessiner, c'est une balloune. J'ai dit, au lieu de dessiner sur du papier, je vais avoir une grosse balloune, je vais dessiner dessus. C'est Luc qui dit, ah oui, le gars de la balloune, là, il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'appelle. Je dis, t'as des grosses ballons, je voudrais voir ça. Fait que, on y va. J'essaye. J'amène plusieurs types d'encre. Puis je me dis, peut-être qu'il y a certains types d'encre qui vont faire péter la balloune, parce que j'avais déjà vu ça. Je veux que ça tienne, je veux que ça sèche là, bon, tout ça. Faire des tests. Et puis, fait qu'on essaie d'une couple de tests. Puis là, les ballons étaient plus grosses que je pensais encore. Fait que, tu sais, c'est gros, le petit calique. Puis là, on arrête, on prend un petit break. Puis là, les gars, un petit japonais, il se rend de la tête dedans. Il rentre. J'ai dit, tabarnouche, j'ai dit, tu fais ça, toi, là? C'est un numéro que tu fais? Il dit, non. Ben, il dit, sais-tu quoi? Moi, j'aimerais ça le faire, le numéro. Combien tu me charges pour prendre cette idée-là? Ouais. 10 000 $. OK. Alors, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de musique, là, lui, là, mais... Puis, techniquement, tu sais, j'aurais pas été obligé d'y donner 10 000 $, mais je dis, le gars, il a été correct. Ouais. Faut pas de chicane avec ça, là. Fait que je dis, ah ouais, 10 000 $, puis... 10 000 $ avec la balloune, ou... Non, la balloune, il fallait que je les achète moi-même. Puis il vendait, le maudit. Je me rappelle, moi, d'avoir fait une commande de ballon de 30 000 $. Ça, c'est un peu plus tard, là. Quand je partais pour aller passer 3 ou 4 mois en Europe, là, à faire tourner un show, où je faisais, entre autres, ce numéro-là. Tu sais. C'est une balloune à chaque number. Oui, oui. Je la pétais à chaque représentation. Ouais, à chaque fois, je la pétais. Ouais. Des fois, j'ai trouvé une manière un peu de les garder, mais en fait, garder les ballons, c'est que je faisais un numéro lors d'une série de spectacles en Allemagne, on a fait à peu près 200, où j'étais co-animateur, tu sais, c'est un spectacle de variété. Ah, c'était-tu l'affaire de Super Dave? Pas Super Dave, mais Super Dave, ce qu'on a fait, parce qu'on parle de choses que peut-être les gens connaissent pas, là. Ouais. C'était une sorte de manière de présenter les numéros où moi j'arrive puis je dérange le maître de cérémonie officiel, OK? Ouais. Fait que là, c'était toujours ça l'idée, puis eux, les gens de l'Allemagne dont je te parle, avaient aimé Super Dave. Super Dave, c'était l'original. Ah, OK. Mais dans certains de ces numéros-là, avec le co-animateur en Allemagne, ben, je gonflais la balloune, tu sais, puis là, je me sortais la tête, c'est une grosse balloune, tu sais, ça fait comme une espèce de grosse... on me voit le corps à l'intérieur, là, mais c'est juste la tête qui sort, puis là, lui, étant donné que je le dérangeais, il me pognait par le collet ici, puis là, tu voyais l'air qui s'en allait, tu sais, puis les cheveux qui revolaient, tu sais, puis ça dégonflait tranquillement sur moi, tu sais, ça faisait comme une sorte de pingouin, puis là, je m'en allais à toute poignée, puis je marchais comme un pingouin, puis ça faisait une sortie, mais là, je me disais, c'est bon, ça, parce qu'à chaque fois, je sauvais une balloune. J'appelle pas. Elle coûte combien, cette petite balloune? Elle coûtait, dans ce temps-là, elle coûtait à peu près 30-40$ chaque. OK, c'est pas si pire que ça, là. Mais pour l'affaire c'est intéressant parce que l'affaire de Super Dave, ça, c'est une des
un des moments que j'ai bien aimé parce que Super Dave, c'est une émission américaine qui était tournée à Toronto et le principal, en fait, Super Dave, c'est son spécial comique à lui. C'est le genre c'est une parodie d'un Daredevil, là, tu sais, un cascadeur, puis il fait des performances, puis il se casse tout le temps c'est ça, il explose tout le temps. Tout le temps, à chaque fois. Et puis, fait là, mais moi, j'étais celui qui venait le déranger. Fait qu'il me disait, et le génie de ce Bob Einstein, Bob Einstein, c'est lui qui était le personnage de Super Dave. C'est un scripteur de génie, là. Je veux dire, il a travaillé avec les Smother Brothers, avec Steve Martin. Puis, quand il a eu son show, il y avait déjà un gros bagage d'écriture. Fait que qu'est-ce qui était amusant, c'est que j'arrivais, moi, il avait vu l'idée, là, que le punch un peu, là, de la performance que j'allais faire. Non, mais celle-là ou d'autres, parce que j'en ai fait à peu près 7-8 avec lui, là. Toutes des numéros différents qui étaient adaptés pour lui. Parce que moi, mettons, mon affaire, ça va être de changer de culotte en une seconde de telle manière, en sautant sur une trampoline, puis il y a du velcro là, en tout cas, je perds mes culottes, puis j'atterris dans des Bermudas. Fait que lui, il disait, OK, j'aime ça. Fait qu'il dit, là, tu vas me trouver deux autres manières mettons, de changer de pantalon, mettons, en 10 secondes. Après ça, un autre en 5 secondes. Puis après ça, moi, je vais dire, tu reviendras quand tu seras capable en 1 seconde. Puis là, je m'en vais. Puis plus tard, je reviens. Okay. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais me préparer à changer en 1 seconde, tu sais. Changer de culotte en 1 seconde. Alors, c'était chaque numéro comme ça, il était même pas écrit. On arrivait là, on disait, tu fais ça, je dis ça, tu dis ça. Puis moi, j'avais été habitué de travailler en duo, sauf que là, c'était lui qui était le straight man. Ouais. Puis là, moi, j'ai commencé, ça m'a aidé à devenir celui qui fait le comique. Ouais, c'est ça. Puis en solo, il faut que tu sois les deux. C'est-à-dire en solo, ouais, c'est ça. Il faut que tu sois, t'amènes le gag, puis tu t'envoies là, on punch toi-même, tu sais. Mm-hmm. Alors, c'est une maudite bonne expérience pour c'est une belle école pour toi. Ça faisait 20 ans que... 20 ans? En tout cas, un grand bout, là, que moi, j'étais celui qui est plus sérieux, là, tu sais. Mm-hmm. L'Auguste, puis c'est ça, dans le fond. Pas l'Auguste, mais le clown blanc. Puis comment ça t'a... Tu sais, comment t'as parti de Québec aux États-Unis, tu sais? Parce que si aux États-Unis, t'as commencé à te promener ça s'est passé tout en même temps. Non, c'est bizarre, là. Quand je suis parti, on part au début 89, là, que ma première année solo. La fin avec j'ai eu 3 mois où j'avais... ça a pris 3 mois avant que je fasse un premier numéro. C'était au Japon, je pense. C'était l'affaire, le numéro dont je parlais là tout à l'heure. C'est un numéro où j'enseignais à une grosse vedette japonaise à jouer un peu de pompe à bicycle. Fait que ça, c'était l'affaire en direct, là. Ça, je disais, là. Tu pars en direct, maudit qu'il y en a. Là, je veux pas trop m'éparpiller, mais c'est parce qu'il y a une affaire tellement le fun, tellement comique. Fait que... Gêne-toi pas, vas-y, on est là pour ça. D'abord, avant que ça se fasse, OK, on est allé au Japon, tout ça, OK, ça marche, on va faire de quoi? Et là, on revient chez nous, puis là, tu vas rencontrer la vedette. Il y a une vedette japonaise qui va faire un numéro lors de l'émission de fin d'année du Japon, en direct. Il y avait à peu près 45 millions de codes d'écoute. Là, il dit, OK, toi, tu vas apprendre, OK, ça va se passer telle date. Là. Mais avant, fin de l'automne, vous allez vous rencontrer à New York. OK. Moi, je n'étais jamais allé à New York de ma vie. J'étais bien content. Wow! Fait que j'arrive dans une belle chambre d'hôtel. Et puis, le lendemain, on s'en va voir Monsieur la vedette. Monsieur la vedette, il était au Waldorf Astoria. Et ça, à un moment donné, on rentre là, c'est grand. Maintenant, je vais aux toilettes, c'est plus grand que ma chambre d'hôtel. Tu sais, Puis lui, là, il y avait tout plein d'assistants autour de lui. Tu sais, c'était une grosse vedette, là. Ouais. Mais tu sais, le vedette qui en profitait d'une manière qui est presque caricaturale. OK. C'est qu'il y avait des gens... Empereur, oui, je te dis, il y avait du monde pour y attacher ses souliers. Ah ouais? Puis là, à un moment donné, c'était tellement... Bien, un pour chaque pied, là. Puis c'était tellement exagéré, là, que moi, je dis, ils font une joke. Parce que c'est une émission d'humour, un peu, en même temps. Ouais. Il va sortir une caméra de quelque part, là. Puis, comme surprise. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Il était comme ça tout le long. Ça t'a pris combien de temps avant de catcher que c'était pas une joke? Ça a-tu pris quand même du temps? Quand tu sors de là après 5 heures, puis que 5 heures de meeting... Il y a toujours personne qui est vu. Tu t'en vas le voir, le gars, tu dis, gars, là,
Il est où l'animateur, là, ici? Là? Il est où la caméra, si je la vois pas? Fait que là, ça, c'est la première étape de cet engagement-là. Et la deuxième étape, c'était ma première sortie comme solo. Tu sais, donc, la première fois, j'étais encore avec un partenaire, mais c'est pas le même. Fait que là, j'avais appris des lignes, un dialogue avec lui en japonais, tu sais, puis tu sais, le japonais, tu peux l'écrire avec notre alphabet à nous autres, là, c'est aussi, moi, j'avais appris au son, mais OK, écrivez-moi ça de même sur le téléprompteur. Moi, téléprompteur, j'avais jamais utilisé ça de ma vie. Mais là, je dis oui, là. Tu sais, c'est pas ma langue. Lui, il est japonais, hein, puis il va me dire les lignes, puis moi, il faut que je les dise comme il faut. On avait un petit dialogue. Puis c'est ton premier gros show depuis la séparation. Pas premier gros show, premier show, tout court. Là. Première fois que je me présente sans mon partenaire habituel. Fait que là, je dis OK, le téléprompteur, OK, on commence. Notre numéro. Là, moi, je regarde le téléprompteur, puis ils l'ont écrit en signaux japonais. Mon texte, il n'y a pas un texte que je peux lire. Ouais. Là, j'ai dit, si j'ai un blanc, là, je suis fini. Fait que j'avais appris en maudit ces maudites lignes-là. Hein. Daiku de Hajimarimashita, Daiku en Sokai. C'est le début, je me rappelle. Je me rappelle de ça, puis aussi... Je me rappelle que j'ai quasiment fait dans mes culottes. Mais ça a été... Tu sais, j'ai revu, là, après, ça passait, puis j'étais quand même encore assez sérieux, là. Mon rôle était sérieux, fait que, tu sais, d'avoir l'air comme ça, c'était correct, ça a passé. Donc, là, on a fait un détour pour dire que... Ah oui, avant d'aller... tu m'as demandé quand est-ce que j'avais commencé à travailler aux États-Unis, mais ça s'est passé presque en même temps. C'est que après le Japon, c'était le Chili, après ça, je pense la Hollande, puis en tout cas, je commençais à tourner beaucoup en Europe aussi. Et j'ai entendu... Là, il y avait des agents qui nous voyaient un peu partout, puis tout à coup, je prenais des cartes d'affaires. Fait que je me suis... j'ai pris une entente avec une agente à Los Angeles. Et elle a dit, bon, si tu veux faire des collèges et universités américains, là, ça vaut la peine. Elle dit, tu as besoin d'une heure de spectacle. Fait que moi, 1 heure de spectacle, déjà, c'est un défi, hein, parce que j'ai commencé avec 20 minutes, là. Fait que je dis, OK, je suis allé avec on faisait des showcases, qu'ils appellent, là. Donc, mon premier showcase, c'était à Raleigh, Caroline du Nord. Puis c'était encore dans le printemps, là, tu sais, le même printemps de la première année de solo. Et puis à 89, puis donc tu sais, on espérait toujours, tous les acheteurs de spectacles de tous les États-Unis ou de certaines régions étaient là. Donc si tu réussissais à vendre 4-5 shows, c'était le fun, tu sais. J'en ai vendu 35. Fait que là, ça a été encore là, c'est un parti en fou. J'en ai fait à peu près 150 sur 3-4 ans. C'est quand même bon pour un début de carrière solo. Ben oui, puis pendant tout ce temps-là, je continuais d'aller... mettons, il y avait 2 semaines de tournée aux États-Unis, mais après ça, il y avait une télévision à l'autre bout, là, tu sais. Au Japon. En Europe, éventuellement, c'est... Avec les années, ben, ça a toujours été comme ça, ma carrière. Donc, moi aussi, au début, je donnais un bon coup. Quand tu dis t'as 1 heure de spectacle à faire, tu sais, quand t'as une commande, là, il y a quelque chose qui se passe, là, que ça te donne un petit coup dans le derrière. Et puis, donc, ça a été assez rapide pour préparer le spectacle. Mais les 35 shows que j'ai bookés, j'avais quand même plusieurs mois encore pour les travailler. Fait que là, ben, j'en ai vu. Puis, tu sais, on travaille pas toujours dans la ouate, hein, tu sais. Souvent, c'était des beaux théâtres, tu sais, les collèges américains, ils sont bien installés. Des fois, les beaux théâtres sont moins beaux. Puis, des fois, c'est la cafétéria. Et puis, tu te retrouves dans des endroits comme en Alabama, à un moment donné, c'était la cafétéria, parce que je parle de cafétéria. Ça a été une maudite affaire. C'est que, imagine, je commence un numéro, d'abord, il n'y a personne qui voulait voir le show. Hein. C'est une cafétéria, ils sont là pour manger. Puis ils ont monté une scène dans un coin. Et puis là, ils ont décidé qu'ils achetaient un show, les autres, puis ils mettent là. D'un coup, ils commencent à jouer. Je commence avec un numéro, je joue des vers musicaux, imagine-toi. OK, tu sais, c'est un petit son de rien. J'avais fait de quoi avant pour attirer l'attention, là, mais mon premier numéro comme le important, c'était ça, tu sais. Puis là, tout à coup, il y en a un qui commence avec sa chaise. Tu sais, une chaise, quand il n'y a pas de roulette, celle-là a des roulettes, là. Ouais. Imagine qu'il n'y a pas de roulette, puis je recule, ça fait... il fait grincer la chaise tout le temps. Juste à côté de la scène. À un moment donné, là, je me disais, oh boy, ça va être long. Ça va être long, cette heure-là. Fait que là, je me suis dit, il va falloir que je trouve une manière de l'embarquer avec moi, tu sais.
Fait qu'à un moment donné, j'ai raccourci. J'avais quand même l'attention à part de ça. Là. Ça allait bien. Et lui, là, puis tout à coup, il y en a un qui commençait à jouer des bongos en arrière. Ah, bâtin, c'est d'accord. Dans l'autre coin. Fait que là, j'ai dit, je en embarque 2 finalement. Fait que je finis ma toune, puis OK, on raccourcit ce numéro-là. Puis là, j'ai trouvé quelque chose. Je me rappelle pas c'était quoi le numéro le prochain, mais que j'avais utilisé. Il dit, toi, tu vas faire puis tu vas faire poum, poum. Et puis là, ben, OK, il a embarqué, puis j'ai survécu. Moi, j'appelle ça survivre. Parce que des fois, quand tu dis que tu survivras pas, c'est sûr que tu seras pas mort, mais calé. Tu sais, des fois, ils vont dire « you killed ». Non, là, « you get killed ». Ouais, c'est ça. Mais je m'en suis sauvé ce fois-là. Mais c'est ça, quand le monde... Ça a-tu déjà arrivé, c'est ça, que le monde n'embarque pas pantoute? Ça a-tu été un des pires, ça? Ou Ça a été un des pires. Ouais, c'est celui où j'ai eu le plus peur de dire colique, là, ça marchera pas. Mais non, parce que si c'était arrivé des affaires de même, moi, je suis tellement pas... j'aurais pas insisté. Puis des fois, je trouve que je vois des artistes que je trouve forts parce qu'ils font des sacrés... Il y en a qui font des flops, là, puis on dirait que ça les détruit pas. Moi, ça m'aurait... j'aurais changé de métier. Ah ouais? Ah ouais. Moi, si ça marchait parce que j'aurais pas... j'aurais pas... je suis persévérant, là, mais... pas pour des affaires de même. T'sais. C'est sûr, si t'arrives à un moment, il y a des places que c'est normal, c'est plus difficile, parce que les conditions sont plus difficiles. Mais plus ça va, mais plus t'as la chance de faire des bonnes conditions. Et les pires autres conditions que j'ai eues, là, qui étaient un peu plus tard, où ce que c'est que je m'en serais... on s'en passera tout le temps, mais c'était au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, eux, ils ont une formule qu'on n'a pas ici, c'est que les spectacles, ils vont mettre ça dans des centres d'achat. Un centre d'achat, une maudite belle scène, très bon système de son, mais un système de son dans une affaire, tu sais, imagine un centre d'achat avec plein d'étages, avec là, t'es dans une sorte d'agora, là, et puis ça monte jusqu'au plafond, là. Tu attires l'attention du monde, il y a peut-être 500 personnes là, qui entendent le spectacle. Puis il y en a en haut là, que les autres... Là, c'est ça. Il y en a un qui filme par en haut, là, tu vois, ça a l'air tu croches, là, tu sais. Puis là, ça se retrouve sur Internet, tu sais. Fait que là, tu dis, oh, calique, de merde. Mais c'est le genre d'affaire que c'est pas dans Watt, t'es pas tout le temps dans une salle d'opéra, et puis t'es pas... Mais c'est sûr que de nos jours, je fais plus des affaires de même parce que ça a trop de conséquences, tu sais. Mais des fois, est-ce que ça arrivait, tu sais, comme moi, je me demande comment tu fais pour roder tes numéros, tu sais, est-ce que tu l'essayais direct en partant? Est-ce que tu essayais le number puis tu comprenais que le monde embarquait pas? Moi, ce que je faisais, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu as des numéros que, mettons, si tu fais 1 heure de spectacle, ben, tu vas essayer un nouveau numéro dans un moment stratégique, là, où c'est que si ça marche pas, tu sais que tu vas le raccourcir un peu, mais tu l'essayes pareil. Puis là, tu vois que, mettons, tel gag ou telle performance dans le numéro pogne moins que tu pensais. Ben là, des fois, tu changes l'ordre. Tu as fait quelques manières, mais c'est sûr qu'après 3 ou 4 fois, si les gens, mettons tel gag que t'aimes bien, que les gens ne rient pas, ben il faut l'ôter, tu sais. Mais c'est le truc, pour moi, en tout cas, j'ai un bon début. Tu sais, mettons, je m'arrange pour un bon début, puis il y a une bonne, tu sais, les numéros avec un bon rythme. C'est là que je mets les nouveaux, tu sais. OK. Puis des fois, il y en a qui survivent pas, tu sais. Fait que des fois, ça arrivait, tu l'apprenais... en live sur scène. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas arrivé comme tel que ça soit comme assez pour dire chou, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est quelque chose qui marche arrivé, vraiment ça. pas, non. Mais déjà que tu sens que l'énergie baisse, ben, là, tu sens que ça rit moins, ben, il faut être capable de comprendre à un moment donné. Mais des fois, il faut juste, réessayer une couple de manières. Des fois, c'est Des fois, la livraison aussi. Oui, puis aussi, moi, c'est arrivé souvent que ce que je pensais qu'était le punch, c'était pas ça. Ça, c'était comme je virais les affaires de bord, puis ça marche mieux. Là, ça pognait plus. Ouais. OK. Puis aussi, les numéros, ils évoluent. Tu sais, mettons, j'avais commencé un numéro de cuillère où au début, je faisais juste jouer la cuillère comme un instrument de, tu sais, une boîte de cigares avec des cuillères qui font tong, comme l'instrument africain, là. Mais après ça, c'était juste ça. Puis ça passait, ça durait pas très longtemps, mais c'est pas grave. Ça emmenait à autre chose. Puis après ça, ben là, tout à coup, j'ai ajouté d'autres choses à côté pour faire une percussion. Finalement, je me suis retrouvé avec 3 instruments, entre guillemets, qui font comme si je jouais 3 instruments en même temps. Mais là, ça est devenu un numéro fort. C'est devenu
numéro qui peut aller en télévision par lui-même, tu sais. Et c'est parce que c'est des numéros spécialisés, hein, tu sais, ils appellent ça des Novelty Act aux États-Unis. Puis souvent, le fait que si t'es un visuel ou que tu utilises un accessoire quelconque, ça peut être perçu comme c'est pas vraiment de l'humour, tu sais, c'est comme si t'as une coche en dessous, tu sais. Une coche en dessous de l'humour, de l'art, tu sais. Ouais. Ben, moi, je trouve pas, tu sais, même si c'est visuel, ça peut être bon aussi, tu sais. Même si tu utilises des objets, ça veut pas dire que ça va être nono, tu sais. Ça me fait penser, comment justement tu étais reçu parmi les autres humoristes ou les autres performeurs? T'avais-tu de la misère à trouver ta place? Ou, parles-tu ici ou... soit ici ou soit ailleurs, tu sais, les deux. Du tout. Non. Comment tu te sentais? Très bien. Ouais. Aucune... c'est parti dans un groupe. Par exemple, les endroits, moi, où j'ai été en contact avec d'autres humoristes, ça a été... ou dans d'autres artistes. Humoristes dans les galas ici, là, surtout. Ou dans d'autres galas. Je fais des festivals d'humour dans d'autres galas aussi. Puis partout, c'était... on fait chacun notre job, puis on s'encourage. Puis... Puis les musiciens, eux autres, comment ils te voyaient? Parce qu'on dirait que c'était comme un genre d'entre-deux. Ouais, c'est vrai. De l'humour, de la performance. Hybride, ouais. Tu sais, fait que... Ben, musicien, la plupart du temps, c'était, tu sais, je me rappelle d'avoir fait la première partie de Three Dog Night. C'est un groupe, je pense, sont-ils anglais ou américain, peu importe. Mais c'était à Toronto, puis je faisais mon homme orchestre avec, tu sais, puis eux autres, ils jouaient des gros hits après, là. Tu sais, c'était eux autres, le clou du spectacle corporatif. Puis quand j'étais sorti, ils ont vu que je faisais avec ma guitare, puis mon patapatakis, puis mes petites affaires, ma pièce de mousse qui tape sur le micro pour faire comme une grosse caisse. Ouais, la grosse caisse. Ben, écoute, le guitariste me voir, tu sais, il me regardait comme si j'étais une vedette, tu sais, il me dit, t'es écœurant, man, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Ah, j'étais content. Moi, je les connaissais pas. Si je l'avais connu, j'aurais été plus nerveux. C'est bizarre, hein? OK, parce que c'était des gros noms, eux autres. Ben, c'est-à-dire que moi, ouais, mais après ça, j'ai acheté des cassettes d'eux autres, tu sais, t'as catché, c'était qui? Ben oui, c'est ça. Je dis, bâtin. Ouais. Puis, c'est ça, de te promener de même, d'aller dans... Parce que ça, t'as fait le tour du monde, là. Puis, est-ce que... il y a des affaires, des fois, qui t'ont, pas choqué, mais qui t'ont remarqué parce que, tu sais, il y a soit un choc culturel ou, tu sais, soit que t'es pas habitué de voir ça, tu sais, à force de te promener tout partout, là, t'as dit. Moi, une chose que tu dis quelque chose de particulier, là, ça me fait penser au Koweït. J'avais fait c'était un événement c'est comment une sorte de foire au ça, c'est une compagnie de cellulaire. Et puis il y avait des belles scènes, quand même si le public passait à tel, on faisait 2 ou 3 spectacles de à peu près une demi-heure. Moi, je faisais à peu près une demi-heure 2 ou 3 fois par jour. Donc c'était du monde qui passait, puis quand t'attirais l'attention, il se ramassait un public, puis pendant ce temps-là, il arrêtait tout le brouhaha autour. Là. Ça faisait une belle ambiance de spectacle, mais c'était de voir les femmes qui portaient le niqab, là, tu sais. En fait, d'habitude, il y a un bon espace pour les yeux, une fente pour les yeux, mais là, il était tellement petit, là, il y avait même un petit cordon pour s'assurer que ça ouvre pas trop. Fait que moi, tu sais, on regarde le public, hein, tu sais, t'es là, puis tu regardes si t'es là, puis tu sais, t'es entends aussi, c'est sûr, mais t'aimes ça voir leurs expressions, puis elle, je voyais rien. Ouais. Les madames, je voyais rien, mais sais-tu qu'est-ce que c'est qui était cute? C'est quand j'ai vu que t'as quoi ça fait ça. Ah ouais, ça se mettait à shaker. Harry! Ben c'est ça, parce que sinon, comment tu veux-tu le savoir? Oui, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un choc culturel. Ouais. Puis comment tu faisais pour te promener de même? C'était-tu l'agence de LA, justement, qui avait des contacts, puis qui... Les agences, j'en ai eu. En fait, je suis encore en contact avec ces agences-là. Il y en a plusieurs aussi que j'ai eu, puis avec qui j'ai pu collaborer. Mais j'en ai eu mettons, Paris, à New York, je suis en train de te nommer des maudites villes. Je fais du name dropping de villes. Mais c'est vrai, pareil. Paris et New York, j'en avais une en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, qui s'occupait de tout le marché germanophone. Puis au Chili, il y en avait un agent là aussi.
puis à Granby, Pierre Gravel, avec qui j'ai travaillé bien des années. Mais c'était le seul qui était moins glamour. C'est quand même drôle, c'est ça, Allemagne, New York, Paris, Granby. Oui, exactement. Donc, mais aussi ce que je faisais, c'est que la plupart de ces agences-là avaient des artistes exclusifs. Fait que moi, je négociais pour qu'ils s'occupent de leur marché. Parce que tout le monde aimerait ça avoir un artiste que tu le bookes chez vous, dans ta région, mettons n'importe quel pays, puis qu'il te donne des commissions sur tout ce qu'il fait partout dans le monde. C'est pas logique, là, dans mon cas. Donc, je négociais que toi, tu as tel territoire. Puis aux États-Unis, j'en avais 2. Un à New York, mais un à Los Angeles. Celui de New York s'occupait des tournées de spectacles. Ben, ça, c'est plus tard, là, les tournées, les one-man shows, où je faisais 2 fois 50 minutes. Et puis, l'autre s'occupait des corporatifs. Parce que les corporatifs, c'est très... j'en ai fait plus de corporatifs que de shows de shows plus longs, des one-man shows, si tu veux, là, complets, qui remplissent une soirée au complet avec entracte et tout, là. Puis toi, ton but, c'était quoi? C'était-tu de devenir une... Gagner ma vie. Non, mais une grosse vedette américaine, ou tu voulais... Non, moi... il y a un show là, j'y vais. Putain, c'est longtemps qu'il y a des shows. Moi, mon but, quand j'ai commencé à faire des spectacles, là, quand je me suis lancé solo, je me suis dit, moi, mon but, c'est d'abord de venir faire une bonne carrière au Québec et ensuite faire le tour du monde. J'ai fait le tour du monde, puis le Québec, il n'a pas eu le temps beaucoup de m'arrêter. Mais je m'étais toujours dit, il faut que je revienne au Québec, tu sais, pendant longtemps, là. Fait qu'à peu près à toutes les 10 ans, à peu près, là, j'ai fait comme une petite tournée. Des fois, comme la dernière, c'est en 2017-2008. Mais c'était... après ça, je repartais dans ce qui a été le cœur de ma carrière, c'est d'attendre... Ça m'a joué un tour aussi, par exemple. Tu sais, attendre les offres, parce qu'il venait là. J'ai eu des demandes de 70 pays au moins, là, mais je suis allé dans 55 parce que j'étais occupé. Tu sais, je ne pouvais pas faire tout en même temps. Alors ça, je me suis trouvé chanceux. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, imagine, j'avais un site Internet qui datait de 1999. On était rendu en 2000, je sais pas quoi. Puis moi, je répondais aux demandes. Puis tout ça, à un moment donné, je fais une conférence de presse pour annoncer je sais pas quoi au Québec. Personne n'est venu parce qu'il regardait. C'est quoi son site Internet? Il sait combien il y a de likes, combien il y a de ses réseaux sociaux. Je suis pas là-dessus. Ouais. Ben, c'est pas intéressant, ça. C'est pas... Même qu'à un moment donné, j'arrivais de l'Allemagne, ça c'est un petit peu loin pareil, mais à peu près en 95. J'étais allé faire mes premiers shows en Allemagne. J'ai fait un showcase là aussi. J'avais appris 20 minutes en allemand. Puis moi, j'aime les langues de toute façon. Fait que j'en ai appris. J'ai appris l'espagnol. Fait des shows dans 15 langues. Mais je parle pas toutes. J'en parle 4 et demi, 5. Mais, maudit, à force de me vanter, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. T'étais en Allemagne. Showcase. Ouais, oui. Alors, ce showcase-là, mais même avec le showcase, quand j'étais en train de dire calvasse. C'est que au Québec, des fois, tu remplissais pas la salle parce que ça faisait trop longtemps. Non, c'est pas que je remplissais pas la salle, c'est que y a personne, les journalistes n'est pas OK. Non, c'est ça. Donc, ce que j'annonçais. Les journalistes. C'est ça. Ah oui, le tour que ça m'a joué, c'est justement de pas, par exemple, entretenir avec même sans parler de réseaux sociaux, là, entretenir avec les médias locaux ici, québécois, une sorte, tu sais, c'est comme un échange. Eux autres, le job, c'est de trouver de quoi à dire. Puis moi, étant donné que la publicité, je suis pas un gros fan des entrevues, j'en fais, puis tu sais, quand j'en fais, t'es généreux. C'est correct. Mais donc c'est ça, j'avais une maudite belle position, dans le sens que je gagnais ma vie, puis très bien, puis je voyageais, c'était mon rêve. Fait que tous les voyages que j'ai faits, si j'en ai pas eu, moi, pour 5 millions, là, juste les dépenses tout le monde qui payait pour moi, là. Et puis en plus, j'avais mon bon cachet, tu sais. Fait que là, tout à coup, tu parles aux journalistes, puis ils te connaissent. Je te dis que, regarde, tu ne dois pas parler pendant 10 ans, là, pourquoi qu'on te... C'est ça. Alors, donc, c'est dans ce sens-là, mais il reste que, quand je me suis présenté ici, puis quand j'en ai fait des entrevues avec les journalistes, là, tu sais, quand je suis revenu de David Letterman la première fois, là, en 2006, là, écoute, il y avait je sais pas pour me plaindre, là, il y avait une fanfare qui m'attendait le lendemain à l'aéroport, puis il m'a emmené à TVA, puis là, j'ai fait... Dans cette journée-là, dans cette journée-là, j'ai fait 42 entrevues
de radio, télévision. Ah ouais. Après ça, il arrive le camion avec la grosse antenne, la grosse parabolique, là, le camion de je sais pas de quel poste. Non, c'était TVA, ça aussi. Ils arrivent dans le cours chez nous, puis ils débarquent là, en direct aux nouvelles. Tu sais, je me plains pas, là. Mais ça se fait longtemps. Ouais. Puis là, c'est que ça te faisait-tu quand même de quoi, tu sais, pendant que tu partais longtemps de même à l'extérieur, de pas être au Québec, tu t'ennuyais-tu de ton Québec? Je m'ennuyais pas de mon Québec parce que je revenais souvent, tu sais. OK. Quand ça a commencé à marcher comme ça, ma femme et moi, on avait une famille avec des jeunes enfants. On s'est dit, OK, si c'est un contrat qui dure plus d'un mois, ou bien je le prends pas, ou bien on y va ensemble. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a pas. Comme ça, ça a été bon parce que on a toujours gardé ça. Fait que toi, tu pouvais les amener. Je les ai amenés. On a vécu à Monte-Carlo pendant tout un été. On a vécu à Berlin 4 mois. Düsseldorf, pas mal en Allemagne aussi. Puis ma femme est venue avec moi. Des fois, quand les enfants étaient plus grands, tu sais, à un moment donné, on y allait juste tous les deux. Ouais. Ça a été une sacrée belle ride. Ben ouais. Ah oui. Ton plus beau souvenir de ces shows-là à l'entour du monde? Mon plus beau souvenir, c'est la 3e fois que j'ai été invité au Late Show avec David Letterman. Ouais. Puis les 2 premières fois, c'était le truc des bouteilles sur la rue, tu sais. C'est le fun dans tabarnouche, tu sais. Mais moi, je me disais, OK, si jamais il me réinvite, la première fois, c'est beau, la deuxième fois, j'ai une autre tourne sur la rue, pareil. Mais s'il me réinvite, puis que je joue là, tu sais, Ed Sullivan Theatre, les Beatles ont joué là, tu sais, tous les grands artistes, là, on jouait là. C'était un lieu mythique, tu sais. Fait que là, quand il m'a invité la 3e fois, c'est faire mon numéro. Un numéro sans fin, là. Fait que là, ça, c'est le plus beau, le plus beau souvenir, oui, sans doute. Parce que ça a encore amené plein d'affaires. Tu sais, puis les gens ici, des fois, là, les journalistes disaient, parce qu'il a fait le Late Show à David Letterman, là, il s'en va à telle place. Ben non, j'ai fait le show à David Letterman parce que j'étais allé partout avant. Ouais, ok. Ouais. Puis moi, j'avais beau le dire, c'est toujours la même chose qui est écrit. À cause de ça, à cause de ça. Mais c'est à cause de ça aussi, parce que ça l'a comme donné une poussée supplémentaire, une roue qui tournait déjà bien, tu sais. Puis comme un stamp d'approbation. Oui. Puis c'est vrai aussi qu'à partir de là, ça a eu un bon effet. À partir de là, ça a débloqué à des places où, tu sais, faire l'Europe, c'est à peu près tous les pays de l'Union européenne, j'y suis allé avant l'Union européenne et après aussi, mais après ça, quand tout à coup, ça a débloqué au Qatar, tu sais, ça a débloqué à Dubaï, Émirats arabes, et puis Koweït, tu sais, Moyen-Orient, tout à coup, Beyrouth, puis j'avais fait, tu sais, aussi des places, Istanbul, la Turquie, Athènes. C'est toutes des places. Moi, là, je prenais tout le temps. Si c'était une nouvelle destination, je prenais toujours une journée ou 2, des fois plus, pour visiter. Parce que c'est frustrant, à un moment donné, tu sais, quand tu as un autre show après, quelque part. Tu arrives d'une place de même, puis t'es pressé de t'en retourner, tu sais. La place que t'as le plus aimé, le pays que t'as le plus aimé? C'est l'Italie. Ah ouais? Ouais. T'as même appris la langue? L'Italie, je me débrouille pas pire, mais je serais prétentieux un peu. Oui, je fais des shows. Parce que pour faire le show, tu parlais l'italien. Un peu, oui. Mais il faut dire aussi, tu sais, tantôt, là, on parlait de langue, c'est que quand souvent tu fais... C'est un avantage, je pense que c'est un avantage de pouvoir faire ou bien un show complet, tu peux faire 2 fois 50 minutes, ou bien tu peux faire 1 heure, ou tu peux faire 45 minutes dans un corporatif, ou la télévision, tu peux faire 5 minutes. Fait que quand je faisais mon 5 minutes, souvent, j'étais réinvité après, puis ça amenait à d'autres shows plus longs. Mais quand je faisais mon 5 minutes, déjà, j'apprenais quelques lignes dans une langue que je connaissais pas du tout, là. Puis quelques punchs, tu sais, qui se trouvaient à juste faire la présentation du numéro, puis à aider tu sais, comme on se disait avant tantôt, là, c'est que lorsque tu parles un peu, quand tu parles tu t'adresses à un public, c'est pas comme quand tu es complètement muet. Fait que certains numéros étaient à 98% visuels et musicaux.
Ben, le fait de les présenter, puis au moins de dire pas présenter, mais de dire un gag, tu sais, comme à salopette avec des klaxons de vélo là-dessus, là, tu sais. Juste dire, pendant je suis en train de la mettre, j'ai fait un autre numéro avant, il faut que tu dises de quoi, tu sais. Là, tu dis, ben ça, c'est une chose qui coûte cher, cet instrument-là, tu sais, ça n'a pas l'air, mais ça paiera pas, mais ça coûte cher en maudit, parce que la salopette, c'est 20$, c'est pas beaucoup. Ça peut s'apprendre dans n'importe quel pays ou n'importe quelle devise. Et puis, dit, les klaxons, c'est pas trop cher non plus, mais c'est tous les vélos qui viennent avec les klaxons, tu sais, c'est cher. Fait que ça s'apprend dans n'importe quelle langue. Parce que des vélos, ça existe partout. Et puis, ils savent c'est quoi un pouet-pouet. Puis ce gag-là, d'ailleurs, je l'ai fait, quand je l'ai fait, j'étais en Allemagne, je l'ai écrit en allemand. Puis après ça, je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai dit en anglais. Puis quand je suis arrivé au Québec, je me suis dit, comment je vais le dire, ce joke-là? Hey, je l'ai jamais fait en français. Mais c'est pour ça aussi que je trouvais ça important. Tout gag, faut qu'il puisse être traduit. Faut pas faire un gag sur quelque chose qui a rapport avec la langue, tu sais. C'était-tu important pour toi de revenir au Québec puis de montrer que tu étais toujours présent, tu sais? Parce que t'es revenu, tu sais, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était, je pense, avec l'affaire des bouteilles, ou sinon, c'est ça qui m'a marqué le plus, là, tu sais. Puis c'était dans un gala juste pour rire, là, tu sais. Ah oui, OK. Tu l'avais fait, je pense, sur scène. Je l'ai fait à Québec. Je l'ai fait. Sur scène, j'ai fait un petit bout de rien, comme un clin d'œil, là, à un moment donné. Mais c'est vrai que je l'ai fait dans un festival, c'était au Grand Rire. Comédia, ça s'appelait Grand Rire à cette époque-là. Donc c'est sûr que qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que, vois-tu, toi, t'as pas vu, parce qu'à cause de ton âge, c'est clair, la balloune, t'as pas vu ça? C'est pour ça que je sors cette affaire-là. La question que tu me poses, là, est-ce que c'est important pour moi de revenir puis de montrer un peu ce que j'ai fait, garder le contact? Mais c'est ce que je fais maintenant. Parce que je sais qu'il y a toute une nouvelle génération qui a pas vu ça. Puis moi, c'est pas parce que je suis tourné vers le passé, mais si je regarde ce que j'ai fait, je me dis, bon, ça, c'est le fun que ça soit documenté. Tu sais, fait que puis quand tu regardes ça, moi un de mes petits-fils, il avait 4 ans, il y a 6 ans là, mais il avait 4 ans là, puis mon fils il montrait ça, des petits bouts pour le fun, puis il était là, puis il rit, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est pour les enfants. Les enfants, c'est pas des sans-dessins, les enfants, tu sais, je veux dire. Des fois, non, c'est vrai, des fois, les gens parlent aux enfants, là, comme ça. J'ai même fait des spectacles pour les jeunes, tu sais, des festivals, Children's Festival. Puis là, moi, des spectacles pour enfants, je fais pas ça, tu sais. J'avais une espèce de petit snobisme sans le savoir, tu sais. Ben, c'est pas vraiment snob, mais en tout cas, je trouvais que je pensais, moi, que des spectacles pour enfants, c'était pour les clowns, tu sais. Moi, je suis pas un clown. On a déjà dit, même dans un commentaire, il disait, il a pas l'air d'un comique pantoute. C'est comme il a l'air d'un comptable. C'est pas comme un clown. Un clown avec un nez rouge, tu sais. C'est ça. L'as-tu fait le show pour enfants, finalement? Ah oui, c'est ça. Maudit, une chance que t'écoutes. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est Steve Allen. Steve Allen, c'est un gars qui a été considéré comme étant l'inventeur des talk shows. C'est lui, tu sais, Johnny Carson et tout ça, même se sont basés sur et ce gars-là, qui était déjà assez vieux à l'époque, il animait un show pour enfants, c'était à Seattle. J'en avais accepté un, tu sais, puis j'avais réalisé que dans mon show d'1 heure, la seule chose que fallait que j'enlève, parce que ça s'adressait pas aux enfants, c'était une sorte d'invention non-non, là, où c'est que je mettais, j'avais une cravate, ça c'est la cravate pour quand tu fais des dégâts, ben, je mettais un peu de Dream Whip sur le bout de ma cravate, puis je tirais sur une petite corde sans que ça apparaisse, la cravate remontait, puis je mangeais, OK? Ça pouvait passer pour les enfants. Mais la deuxième version, la cravate est un peu plus longue, puis elle allait jusqu'à vis-à-vis la fly. Et puis, elle, c'est la cravate se gratter sans que ça apparaisse. Elle allait dans l'autre sens, tu sais. Fait que ça, je l'ai enlevé pour les enfants. Mais c'est la seule chose. Puis après ça, je l'ai plus jamais remis. Ce gag-là, je dis, bon, on n'en a pas besoin finalement. Pour les adultes non plus. Fait que c'est là que t'as catché, Chris, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde. Puis aussi, ben, tu sais, c'est pas parce que c'est des enfants que tu dis « Allô, les enfants! » C'est comme l'oncle Georges, là. Ben non, l'oncle Georges, évidemment, c'est une parodie. Mais il y en a qui parlent comme ça aux enfants. C'est qui est le plus de bonne humeur? Les garçons! Ah! Plus fort! Tu j'ai entendu ça, toi? Pour moi, c'est oncle Georges, moi, je pensais que c'était la parodie de Daniel Lemire. C'est en plein ça. C'est ça, OK. Oui, mais je veux dire, quand je parle de Daniel Lemire, ceux qui le connaîtraient pas, c'est pas un clown pour vrai, là.
C'est un gars de ma génération. Tadamatlas, d'ailleurs, on est deux gars de Drummondville. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est ça, c'est une parodie, justement, des clowns pour enfants. Mais il reste que pour les festivals d'enfants, il y a des familles, hein, parce que les parents viennent avec ces enfants-là. Mm-hmm. Puis, c'est pas des enfants aux couches. Fait que ça passe. Moi, ce que je trouve quand même le fun, de ce que je fais en le regardant avec le recul, c'est que c'est pas pour rien que je suis allé autant en Afrique du Sud, chez les Zoulous, puis que ça riait, pareil comme aux Émirats arabes, ou comme les petits-enfants d'un peu partout. C'est parce que ça... Tu sais, des fois, on dit que l'humour, ça vieillit mal. Ben, l'humour d'actualité, c'est sûr. Mm-hmm. Mais il y a certaines affaires que j'ai enregistrées en 1990, puis que je regarde aujourd'hui, puis je dis, ben... je pourrais l'adapter à aujourd'hui. Non, je le referais pas, mais je trouve que c'est encore correct. Ouais. Mais s'il fallait, par exemple, que j'apprenne certains numéros qui sont dans le document là, que tu as vu, là, je serais pas capable de les refaire. Parce que ça demande bien trop de travail. Ça demande bien trop de répétition puis d'habileté. Ouais. Mais une fois que tu fais pas un numéro, mettons, pendant 10-15 ans, là, tu essaies de le refaire. C'est bon, je veux pas recommencer ça. Là. Ben ouais. Ben c'est ça, si on parle... Je le ferai jamais aussi bien, tu sais. Si on parle justement de ces numéros-là, tu sais, le numéro de la bouteille, ça t'a pris combien de temps à construire ça? Puis comment que c'est venu, ça, cette idée-là? Ça c'était, à un moment donné, une émission de télévision, je pense que c'était au Chili. Puis, parce que j'en ai fait plusieurs, là. Et il voulait que je fasse plusieurs petits numéros qui s'intégreraient dans une émission, tu sais, comme un running gag, là, tu sais, mais toujours des petits flashs différents. Fait que pour le dernier, j'avais pensé, j'avais 7 bouteilles, je pense, en tout cas, c'est... Donc, c'est de là est venue l'idée, là, c'est de faire, de mettre des bouteilles remplies d'eau, accordées pour que ça fasse des notes, puis passer en patin à roulette avec les petites baguettes qui dépassent, et avec un ressort pour pas que les bouteilles renversent, là. Et puis faire tang, 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 tang. Ben, c'est juste ça. C'est parti de là. Fait que ça fait un petit punch le fun, puis avec le reste, ils me connaissaient déjà, donc ça passait, ils disaient pas, hein, c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, hey, ça, par exemple, si je pouvais... En faire un number. Et puis, je l'ai fait exprès pour... je savais à qui le présenter. David Letterman? Oui, ouais, parce que je savais que j'écoutais l'émission depuis longtemps, puis je savais qu'il faisait des performances sur la rue. Fait que, puis, tu sais, il y a des toutes sortes de choses. Des fois, il garochait, ça fait bien longtemps, tu sais. Il y avait toujours des choses complètement inusitées où on va voir qu'est-ce que ça fait une citrouille quand on la lance du 7e étage, quand elle écrase la terre, tu sais. Fait que toutes sortes de choses de même. Puis après ça, il y avait d'autres numéros, d'autres types de numéros, c'était toujours complètement différent. Puis il y avait toujours quelque chose dans la rue. Mm-hmm. Puis il demandait toujours la permission de fermer la rue, évidemment. Fait que c'est juste à côté du théâtre, là. Puis toi, comment t'as fait pour les approcher? C'est-tu eux autres qui t'ont approché? Ou non, c'est moi. Ils m'avaient déjà approché, mais pour d'autres choses. Puis, je sais pas par où commencer. Mettons, on va partir du numéro quand j'ai décidé de le faire plus long. Je savais que je me dis, il faut que je fasse un démo et que je le montre à David Letterman. OK? Puis eux, à un moment donné, il y avait une autre, je te dis qu'ils m'avaient déjà approché. Il y avait un autre segment ça s'appelait Is this something? Est-ce que c'est-tu quelque chose? Oh ben non, c'est rien. Fait que le principe, c'était que lui et son musicien, Paul Schaefer, son chef de son orchestre, hein, mais c'est un peu comme l'alter ego, là, ils aiment ça se jaser ensemble. Son sidekick, c'est en plein ça. Il montait le rideau, pas le mur, en tout cas en arrière. Il y avait quelqu'un en arrière qui était prêt à faire quelque chose qui durait à peu près 10 secondes, là. Puis il redescendait après. À un moment donné, c'était un monsieur qui faisait tourner de l'assiette, là, tu sais, le fameux numéro classique, là, tu t'occupes de l'assiette, puis pas qu'il tombe, tout ça. Puis il y avait le temps d'en faire, il faisait ça vite, puis ça redescendait. Puis les autres disaient, oh, d'après moi, non, c'est pas quelque chose. Tu sais. Des fois, c'est ça. Puis il voulait que je fasse quelque chose dans ce style-là. Il avait entendu parler de toi quelque part. Oui, quelqu'un m'avait vu quelque part. Fait que moi, je dis non, ça me tente pas parce que t'as l'impression d'un singe d'une cage. OK. Tu sais, tu te sors de la boîte, puis après ça, les autres, ils décident, c'est-tu quelque chose, c'est pas quelque chose. Non, je trouve que c'est pas valorisant pour l'artiste. Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui peut arriver, faire le contact avec le public,
puis les emmener avec lui, puis là, faire sa performance. Là, ce qu'il faisait, c'est que, de toute façon, il laissait pas de temps, là, tu sais. Donc, j'ai une couple de fois comme ça. Ben, je me dis, j'aimerais ça y aller, par exemple. Mais ça me coûtait de dire, mais si je vais là, puis je fais juste ça. Ah, c'est ça. Fait que, tirer dans le pied. Mais en tout cas, finalement, on envoie le démo. Et puis, j'ai reçu un téléphone, puis j'étais dans une autre émission je me rappelle encore comment j'ai sauté dans les airs au téléphone. J'enregistrais le Grand Cabaret à Paris. Une apparition c'était une émission de variété du samedi soir, le plus grand cabaret du monde. Et puis là, tout à coup, juste avant d'entrer en scène, je vais faire un téléphone, savoir comment ça va, tout ça. Hey, t'es invité chez Letterman au mois de février, c'était quelque chose d'un mois plus tard. Tabarnouche, je dis, wow, là, je te dis que j'en avais de l'adrénaline quand je suis rentré sur la scène là-bas, là. Alors, j'avais confiance, c'était le fun. Ben oui. Mais, ouais, t'es-tu stressé, la première fois que tu l'as fait? C'est pas la première. Quand je l'ai faite là, c'est pas la première fois que je le faisais, mais c'est la première fois que je le faisais en public, par exemple, oui. Non, je parle de faire le David Letterman Show, tu sais, c'était la première fois que tu le faisais. Ben oui. Fait que tu devais être stressé, tu sais, si c'est super important pour toi. Moi, le moment où j'étais le plus stressé, là, ça a l'air bizarre, mais c'est quand je suis arrivé, là. Tout le long, d'abord, j'avais mes bouteilles, il y avait presque 400 bouteilles dans la camionnette, là. Puis il était tout accordé d'avance, hein. Parce que, tu sais, c'est long. Le moment du transport, là. Oui. Non, mais le moment où c'est que j'ai réalisé que c'était vrai, là, c'est quand je suis arrivé, puis tout à coup, tu sais, quand tu vois le skyline là, de New York, là, je dis, c'est vrai, là. C'est là que j'étais nerveux. Ouais. Mais vraiment nerveux. Je dis, calvasse. Tu sais, tu sens que t'es tout petit, là. Ouais. C'est, oui, on y va. Puis après ça, c'est ça. Je suis arrivé, puis ça s'est assez bien passé. Ouais. Mais ça a failli pas se passer. Encore là, c'est maudit. Il faut dire aussi qu'avant que ça se passe, ça a été remis 3-4 fois. Tout à coup, il y avait une tempête. Là, ça a été remis à 2 semaines après. Là, il est arrivé d'autres choses. Ça a été remis 3-4 fois. Fait que, tu sais, je l'avais annoncé ici, puis il y avait une bonne couverture de presse, là, tu sais, pour une fois. Fait que là, je me dis, colique, faut pas que ça plante, là, moi, là. Fait que j'allais, puis c'était l'hiver, puis il y avait pas mal de neige. Puis là, tout à coup, il y a tellement de neige que, comme je te dis, ça a bloqué. Mais en tout cas, on va dire qu'on a le temps, mais pas tant que ça. Donc, on va dire que ça a marché, OK? Et puis, mais quand est arrivé le moment, là, ça a été bien le fun, bien cool. Ouais, parce que toi, faire ça à l'hiver, ça aurait été de la merde, ça n'aurait pas pu fonctionner, tu sais. Non, mais ça veut dire, ouais, c'est ça. Non, je veux dire qu'eux autres, quand même si c'était l'hiver ou c'était, je me rappelle pas, c'était au mois, c'est rendu au mois de mai, c'est ça, ça a été remis. Hey, février, là, ça a été remis jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire, ça a été remis pas qu'un peu, là. Mais il n'y avait pas de neige à New York. OK. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que sinon, ça aurait puis même ici, il n'y a pas de neige, là, au mois de mai, voyons donc, OK. Puis, c'est ça, comme tu dis, ça t'a quand même ouvert des portes, même si ça roulait déjà, ça t'a ouvert des portes quand même ailleurs. Ça. Ben oui. Ça a continué. C'est là que je disais, là, ça a commencé à débloquer dans des régions où, même jusqu'en Afrique du Sud, où j'ai passé 5 mois dans un casino, tu sais. Tu sais, ça a commencé à... Puis comme je te disais aussi, le Moyen-Orient. Ouais. Et là, tu apprends aussi, il y a beaucoup de choses aussi qu'avec le temps, il y arrivait des nouveaux territoires où je n'avais pas d'agent. Tu sais, je parlais tantôt d'avoir plusieurs agents là, pour plusieurs marchés. Je tombais dans des territoires où je n'avais pas d'agent. Fait que là, moi, je commence à connaître les prix, puis je commence à connaître comment ça fonctionne, puis que je suis capable de négocier, puis je suis capable de faire des contrats. Donc, j'ai négocié moi-même certaines affaires. Puis, donc, quand je dis un choc des cultures, c'en est un autre. C'est que quand on négocie avec ou bien des Chinois, ou des gens du Moyen-Orient aussi, là, oui, ça ne veut pas dire oui tout le temps, puis non, ça ne veut pas dire non tout le temps. Je parle en négociation d'affaires, OK? C'est ça. L'exemple, là, on parlait de Chine, je pense que c'est là que c'est le pire. Pour moi, en tout cas. Puis c'est une époque, c'est pas si loin, hein, des années début de 2012, 2013, 2014, dans ce cas-là. J'ai fait 3 tournées en Chine, importantes. Là. J'ai fait au moins une trentaine de villes. 2015. Ouais, une trentaine de villes. Des grosses, tu sais. Des villes comme Chongqing, dont j'avais jamais entendu parler, mais c'est plus gros que New York. Tu sais? OK. Hein? Comment ça? Quelle grosseur? Hein? 25, je sais pas combien de millions d'habitants. Mais ça pour dire que la première fois que j'arrive en Chine, la première tournée, que j'avais 3 producteurs qui m'avaient approché en même temps.
Puis j'ai pris le premier, comme par hasard, je le connais pas, moi, là. Ça a bien été, mais là, j'ai appris quand il disait, OK, c'est pas toujours... moi, pas toujours ça. J'avais dit, OK, on peut faire dans la même salle, on peut faire 2 spectacles dans une journée, des spectacles d'1 heure que je faisais. On peut, dans la même journée, eux autres voulaient pacter ça le plus possible. Tu sais. Ouais. Puis on changeait de place, c'était bien organisé pour nous changer d'endroit, tout ça. Mais pas 2 endroits, pas 2 salles dans la même journée. Tu sais, c'est pas pareil faire un show, mettons, à 2 heures de l'après-midi, puis un autre un peu plus tard, ou ben non, un à 4 heures, puis un à 8 heures. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est de te promener tout le temps. Mais non, tu fais pas ton setup, tu peux pas pacter, puis t'en aller, puis après ça, tu vas faire un autre... Tu pactes, tu vas monter ton show, tu fais un autre test de son. Mais non, c'était non. Fait que là, il y a un endroit à Shanghai où on faisait 2 spectacles. OK? Puis il me dit, tu vas m'en faire 2 mois avant, là. 2 mois avant la tournée comme telle. Je reçois un courriel, il me demande, on aimerait que tu fasses un 3e spectacle à Shanghai dans un autre endroit, en plein air. Et j'ai dit non. Je l'ai dit, les paramètres sont bien clairs. Là. Si on ne peut pas, dans la même journée, faire 2 théâtres ou 2 scènes différentes. Ah, OK, c'est correct. Bon, OK, je pense que c'est réglé. Fait que 2 mois avant, 2 semaines avant, un autre courriel me demande la même chose. Je dis non. C'est écrit, je vous l'ai dit. 2 jours avant, ils l'ont demandé encore. Puis j'ai dit non. OK, je pense que c'était réglé. J'arrive sur place. Là, c'était un des derniers spectacles de la tournée. J'arrive sur place. Je veux dire, la date de Shanghai était dans les autres villes, parmi les dernières. Donc, on savait que ça allait bien, on était content, puis le producteur était content. Mais là, le producteur, il m'invite à prendre un café. Un Starbucks. Dans ce temps-là, il y avait une bonne ouverture ça que j'avais commencé à dire tantôt, il y avait une bonne ouverture à l'Occident, tu sais. Il se démocratisait dans le sens où il s'ouvrait, en tout cas, à la culture américaine, un peu américaine, nord-américaine, on va dire, ou occidentale. Okay? Ouais. Et puis, là, il m'invite au Starbucks. Puis là, il commence à me parler, tu sais, à Shanghai, je le voyais venir en tabarnouche avec ses gros sabots. C'est dans quelques jours, là, tu sais. Est-ce que tu ferais l'autre spectacle? Là, j'ai dit, je vais vous dire une affaire. D'après moi, là, vous le saviez, vous l'avez booké, ce show-là, hein? Vous l'avez booké avant de me le demander. Ouais, il dit, ouais, on l'a booké, on l'a signé. Fait que si ça n'avait pas été que ça allait bien, puis que, tu sais, on était bien traités, j'aurais dit, mais là, je voulais pas tout scraper. J'ai dit, coudonc, OK, je veux dire, on fait une affaire. OK, si vous pouvez me trouver un camion assez gros pour qu'au lieu de tout démonter en petit, comme on fait d'habitude pour prendre un avion, on va simplement prendre les choses, on les met là-dedans, on le met dans un bon gros, excuse encore le micro, dans un bon gros camion, là, tout ça. OK, là, on va y aller. Fait qu'on l'a fait. Tu sais, là, j'ai appris. Puis après ça, quand tu arrives au Koweït, puis c'est la même chose, ils disent oui, ça va être de même. Puis après ça, ils disent oui, non, c'est. Mais il faut pas toujours dire oui, parce que là, après ça, ils abusent. Disons, t'es habitué, il me semble, la négociation, c'est quelque chose c'est structuré, c'est bien. Si tu veux négocier quelque chose, négocie-le. Tu peux négocier fort en masse. Mais quand c'est fini, tu signes. Tu peux pas changer. Puis, plus beau souvenir de tes voyages autour du monde? C'est probablement le plus beau souvenir, je pense. Moi, je pense que c'est la visite à Londres, au palais de Buckingham. Parce qu'il y a eu tellement de belles anecdotes avec ça, là. Ouais. Puis j'étais avec ma femme, et puis... mais c'est ça, le stress aussi, ça a l'air bizarre, comme ça peut être stressant des fois, même si c'est une salle où il y a à peu près 250 personnes, tu sais. Pour moi, avant d'entrer là, j'étais nerveux d'avance, là. Ils te font confiance, puis tu sais, je fais un numéro, j'ai un peu plus long que d'habitude, mais j'ai 17 musiciens avec moi, tu sais. D'habitude, mon numéro de klaxon, la salopette avec les pout-pout, là, tu sais, j'ai mes feuilles de partition, et moi, je lis pas la musique, tu sais, fait que je me suis fait des dessins. Ça a l'air bizarre, mais tu sais, c'est un petit bonhomme comme ça, puis quand il y a un point ici, ça veut dire que tu fais ça, puis quand il y a un point là, tu fais ça, puis c'est toutes des notes, tu sais. OK, c'est comme vrai, ça? Tu regardes-tu vraiment ça? Oui. Ah, je pensais que c'était un gag, moi, ça. C'est devenu un gag après. OK. Moi, je m'en servais, puis à un moment donné, même si à force de faire le numéro, c'était rendu que je n'avais plus besoin. Mais quand ils m'ont dit, le concept du show qu'on veut faire, on veut prendre ce que tu nous fasses, ce numéro-là, mais on va te faire quelques tonnes de plus que tu vas apprendre, mais ça va être tout du classique. Puis il y a un orchestre qui va t'accompagner, mais on voudrait pas que tu aies
de partition. Fait que là, il m'enlevait le filet que j'ai. D'habitude, le filet, c'est que... si tu l'oublies... Si j'arrive, puis que aussi, ou bien si techniquement, je ne l'ai pas parfait à mon goût, puis je trouve que ça devient long pour le public, je vais le skipper, puis je vais dire non, OK, on s'en va à un autre, ça fait partie du personnage. Fait que maintenant, là, c'est que je n'avais pas, puis je n'avais plus de possibilité de me tromper, puis de dire on arrête. C'est ta béquille, dans le fond. J'avais plus de béquille. Ouais. Alors, c'est ça qui m'énervait le plus, mais aussi le fait, ça m'énervait. Ça va être un public normal, entre guillemets. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé, là? C'est que je me suis dit, il n'y avait pas rien que les royaux, les Windsor, là. Il y avait des... après le show, je jasais avec un monsieur et une madame, puis tout à coup, il dit hey, savez-vous qu'on est le roi et la reine de Belgique, tu sais? Oui, ben oui, je le savais. Je savais pas. En tout cas, tout ça pour dire que il y avait des rois de partout, puis des reines de partout. Puis moi, je me suis dit, ce monde-là, regarde, c'est qui a travaillé le plus fort pour être là, pour être ici, dans le palais, là? Ouais. C'est moi. Eux autres sont tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, là. Fait que c'est ça qui m'a ramené un peu sur terre. Oui, je me suis dit, hey, puis en plus, on a fait des spectacles. Ah oui, on y va. Puis quand, c'est ça. Écoute, je mourrais de trac avant, là. Ah ouais? Ah oui. Mais quand je suis rentré, quand j'ai marché, là, sur la scène, là, c'était parti. Mais juste avant, j'ai eu un blanc. C'est souvent de même, hein? Hey, ça, c'est une anecdote, le fun. Vas-y. On a-tu le temps? Ben oui, esti. Comme je t'ai dit, j'avais jamais fait ça, OK? Il y a une autre affaire qui rentre en ligne de compte aussi, c'est ma mère est morte. En même temps. Tiens. Je faisais le calvasse. Je pensais pas te parler de ça. C'est que je fais ma répétition, je trouvais ça bien nerveux. J'étais bien nerveux. Je trouvais ça nerveux. Tu me trouves-tu nerveux? Eh, shit. Fait que, OK. On sort de la première répétition, ça va bien. On est dans la limousine qu'on ramène à notre hôtel, puis j'apprends que ma mère est morte. Le lendemain, je retourne pour le show. Ils me disent, est-ce que tu veux est-ce que tu veux pas le faire, le show, tu sais? J'ai dit, ben non, je vais le faire. Ma mère était assez contente. Quand j'avais sorti un 20$, j'ai dit, hey, maman, regarde, je vais faire un spectacle pour elle. Elle dit, ma mère, elle voulait tellement que je le fasse. C'est une farce, tu me fais là, tu sais, quand j'ai dit ça, quelques mois avant. Et puis, alors, je me rends là. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire avec ça, calvasse? J'étais assez concentré à essayer d'arrêter de broyer, là, excuse-moi. Ben, tu disais que c'était une bonne anecdote. Quand t'étais... Ah oui, OK. Merci. C'est ça. Fait que, juste avant d'arriver en scène, j'ai un blanc, parce qu'il y a une partie du numéro là, auquel je n'étais pas habitué, une transition entre deux tunes qui me faisait problème. Puis je l'ai très bien eu aux répétitions. Mais la répétition de l'après-midi, juste avant le show, je l'ai pas eu comme il faut. Fait que là, j'ai dit, hey, ça, là, faut que je retravaille ça, là. Puis à un moment donné, la soirée commence, tu sais, puis le cocktail est arrivé, puis ça, puis moi, je ne pouvais plus faire de bruit nulle part. Fait que j'ai demandé, est-ce qu'on pourrait trouver une salle, n'importe où, là, juste pour que j'aille répéter sans que les gens qui sont dans la salle soient dérangés, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ils m'ont trouvé, ils nous emmènent, ma femme est avec moi, là. Je prends ma petite valise avec mon instrument dedans. Puis ils nous emmènent dans the White State Room. Ça, je ne sais pas c'était quoi à l'époque, mais en tout cas, c'est assez grand, un salon, avec des peintures, puis des meubles, puis de la dorure partout. C'est comme Versailles, là, tu sais, là. Okay. Et puis, c'est là puis là, il y avait une personne qui nous accompagnait. Tu sais, il s'en va dans plusieurs corridors pour se rendre là, tu sais. Puis, la raison pourquoi c'est même venu l'affaire de ma mère, c'est parce que ça m'avait énervé beaucoup, puis j'avais de la misère à me concentrer. Donc, c'est ça que je voulais répéter avant le show, OK? Mm-hmm. D'habitude, rendu là, je n'étais pas payé. Mais là, c'est ça, j'avais manqué, comme je te dis, un petit bout dans la musique. Et là, ils m'ont trouvé une place pour répéter. Mais quand moi, ma valise, il fallait l'accoter quelque part, parce que j'ai plus la petite corde là, qui l'empêche de basculer. Fait que, je vais accoter ça sur un meuble. Là, je regarde le meuble. C'est un sacré beau meuble, ça. Non, je ne peux pas accoter ça là. Je cherchais une place à côté, je n'ai pas trouvé. Et puis, finalement, le monsieur qui nous accompagnait nous a laissé là tout seul. Christy, une fois, c'est dur à rentrer là. Hein? C'est la sécurité est écœurante, là. Ouais. Puis, mais une fois que tu es dedans, là, hey, ils nous ont oubliés là.
Pendant 15 minutes, j'ai répété la passe qui me manquait, là, ou que je manquais, puis je l'avais bien. Là, je dis, OK, parfait. Ça marche. Fait que ma mère, Suzanne, mon épouse, je dis, va chercher le monsieur, il est où? Il est parti. Elle le cherche. Moi, pendant ce temps-là, je regarde ça. Je prends des photographies dans ma tête. On n'a pas le droit d'avoir aucun appareil là, pour prendre des photos. Puis, OK, c'est bien beau. Fait que là, OK. Là, ça se fait. Puis comme je te dis, là, je vais sauter un petit coup. Là, c'est là, pour aller en chronologie, j'arrive pas longtemps après, je suis parfait, je rentre sur la scène, puis là, je me dis, ils vont aux toilettes comme moi, puis eux autres, c'est tout des... Moi, je travaillais fort, puis je mérite d'être là. Je fais mon show, puis tu sais, quand tu dis là, boum, tu sais là, boum, tout un... Tu sais, Charles... Il était comme ça. Ah ouais. Puis la reine, était moins... plus réservé. Plus réservé, mais après. Et ça, au lendemain, si jamais je me perds encore, tu diras le lendemain, OK? Et puis, la White State Room. Et puis, mais après, la reine, là, il passe, après le spectacle, les publics est allé partir d'une autre salle, là, se faire gâter. Puis elle vient rencontrer les artistes. Puis là, ça la met à chacun, petite Josette. Et puis là, elle aime la mécanique. Pendant la guerre, elle a travaillé comme mécanicienne, je pense, ses avions. Mm-hmm. Puis elle regardait, elle voulait voir comment ça marchait. Elle disait, regarde ça. Comment ça? Ben là, je pensais pas, moi. J'avais demandé au producteur qui était là. J'ai dit, est-ce que je devrais porter mon tuxedo que j'ai apporté pour l'occasion ou bien garder la salopette jaune-orange? J'ai dit, garde la salopette. Elle se met quasiment à jouer après ça. J'ai dit, vous voyez que ça, c'est des bouteilles comme ça, c'est des bouteilles d'eau que j'ai coupées. J'ai pris des bouteilles un peu évasées. Puis j'ai l'effet de cornet, j'ai montré. C'est peinturant, mais c'est pas du vrai métal, le côté léger. Puis, ah oui. Puis là, je dis, regardez, poutre. Puis si je l'enlève le cornet, poutre. J'ai fait des poutres. Puis là, elle dit, ah oui, puis après ça, tu fais ça comme ça. J'aurais jamais cru que la reine, elle soit enjouée comme ça. Elle était comme un... Tu sais, elle avait 92 ans à cette époque-là. Ça fait 4 ans. Elle avait 92 ans, puis elle avait les yeux bleus, là. Enjouée, là. Ça, moi, je dirais enjouée, mais quasiment comme espiègle. Ah ouais? Moi, j'en revenais pas. Elle était... Mais aussi, tant qu'à parler de la royauté, je vais vous mettre une petite parenthèse, c'est que je suis d'accord, moi, qu'on n'a plus de reine ici, hein, qu'on n'a plus de roi. Ouais. Parce que des gens pourraient penser, parce que tu vas là, tu es un royaliste. Moi, la royauté, je trouve que s'ils ont un roi, eux autres, s'ils m'invitent, je vais y retourner. Mm-hmm. Mais moi, c'est pas... Moi, ici, j'en veux pas. Ben, c'est ça, c'est pas ton chef d'État. Là. Pas parce qu'ils ont été gentils avec moi ou bien donc ils ont apprécié ce que je fais que je vais dire, je vais me mettre à plat ventre. Ah oui, vive le roi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'est du monde qui a de l'allure. Tu sais? Mm-hmm. La reine, moi, j'ai été sûr qu'elle était, disons, austère. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme ça. Mais, non, c'est... Ah oui, j'ai été surpris. Non. Ben, c'est ça, moi, tu sais, je suis fucking séparatiste, tu sais. Puis, mais par exemple, je suis quand même capable de reconnaître que c'est super impressionnant d'aller faire un show. Ben oui, tu sais, rentrer là-dedans, là, sacrément, juste côté architectural, là, ça doit être tellement beau. Là. Et le lendemain, ça, tu parles de... Là, je suis allé voir, j'ai acheté un petit livre souvenir pour, justement, Buckingham. Puis là, j'ai vu que la salle qui a le plus de luxe, c'est celle-là où ils nous ont emmenés. Et puis, le petit meuble sur lequel je voulais pas accoter ma valise, là, c'est un cadeau de Napoléon III à la je sais pas trop qui, là. J'ai dit, bâtin, c'est une chance que j'ai pas brisé rien, moi. Il a su c'était qui? C'est qui est allé là? Ah, c'est lui. C'est le dude avec ses klaxons, là. Ah, OK, ouais. Puis ça a dû être le show le plus impressionnant que t'as fait, là. Je pense que oui. Ouais, puis justement, à cause de tous les souvenirs positifs et émotifs qui sont... parce que quand ça a été fini, finalement, c'est-à-dire fini finalement, oui. L'adrénaline redescend. Oui, mais moi, j'étais comme l'avant-dernier numéro. Puis après, c'était une chanteuse d'opéra américaine dont le nom m'échappe, mais je suis pas un spécialiste là-dedans, mais en tout cas, c'est une des plus reconnues là, aux États-Unis comme chanteuse d'opéra. Puis elle chantait une tune, tu sais,
Puis moi, tout ce que j'ai à faire, tu sais, ma job était faite, puis ça avait bien été. Puis tout ce que j'avais à faire, c'est me relaxer un peu avant de passer aux festivités. Là, tu sais, t'as fait ta job, t'es content. Donc, toute la tension redescend. Puis avec la toune qui jouait là, tu sais. Ah, c'est venu te chercher. Oui, parce que, tu sais, tout le long, je me disais, là, OK, j'ai une job à faire, là, tu sais. J'avais pas commencé à faire mon deuil encore, tu sais. T'as pas, tu sais... T'as parlé que t'as perdu ta mère à un moment donné dans un de tes... Tu sais, nos parents, même si ma mère avait 92 ans, on le sait qu'on n'est pas éternel. Mais c'est sûr que quand ça arrive, tu sais, ça donne un coup. Hein? Ben oui. Étais-tu malade, ta mère, à ce moment-là? Oui, on le savait. Okay. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma famille. On était à son chevet avant que je parte. Évidemment, on ne pouvait pas prévoir ça, là, mais... j'ai demandé, j'ai dit à la famille, peut-être, je sais pas, d'après vous autres, est-ce que je devrais y aller, tu sais? Je pensais peut-être de ne pas y aller, t'as pas encore décidé, là. Puis ça a été unanime, dire... Puis elle était de toute façon inconsciente, pratiquement. Donc c'était unanime. Puis moi, c'est un peu ce que je sentais, mais il me semble que, par respect, mais finalement, c'était la bonne chose à faire. Oui, c'est ça. Ouais. Tu ne regrettes pas. Ben oui, surtout que ma mère, depuis qu'elle était jeune, elle était bonne en dessin, puis elle aimait, elle, dessiner la reine. Tu sais, elle a dessiné la reine à peu près son âge, là. Soit des beaux dessins, là, ce qu'on a retrouvé après, là, tu sais, en couleur du roi de l'époque, puis de la jeune reine, de la jeune princesse à cette époque-là, c'est plutôt. Mais en tout cas, tu sais, c'est une bonne... c'était un côté... que deux événements comme ça, importants, soient synchronisés. C'était... c'est mémorable, en tout cas. Ben ouais. Ben ouais, c'est cool, le style. Puis le saut le klaxophone, là, c'était pris combien de temps à faire ça? C'est 2 ans, je pense, à peu près? Avant de le faire. C'est-à-dire, avant de le performer, d'abord, j'ai eu l'idée, puis après ça, ben, de temps en temps, je travaille là-dessus quand j'étais chez nous, évidemment. Je peux pas toujours... tu sais, à un moment donné, tu es en tournée en même temps, là, où tu fais des voyages, tu reviens. Bon, ça a pris une couple d'années avant que, d'abord, je sache comment faire l'instrument, comment faire les hanches à l'intérieur, là, parce que je les ai fait moi-même, puis comment les couper à la bonne longueur, et puis que ça tout soit léger. Et puis après ça, ben, tu commences à... j'ai fait le numéro, puis là, je commençais à jouer, puis je réglais plein de problèmes, là, ici je pèse trop fort, là, je pèse pas assez fort, en tout cas. Et puis après ça, je me dis, qu'est-ce que je vais jouer, tu sais. C'est ça. Ça prend combien de temps, apprendre? Celui-là, ça a pris du temps. Ben, il y en a qui sont plus faciles, beaucoup plus faciles à apprendre que d'autres. Là. Il y en a qui est quasiment comme un gag, tu l'écris puis tu l'essayes, là, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est un accessoire avec lequel il faut se familiariser puis le maîtriser. Lui, probablement que c'est des plus longs. Un des plus longs, ouais. Puis c'est ça t'a pris combien de temps? 2 ans. Entre l'idée d'être capable et la première fois que je l'ai faite un hôpital pour enfants à Montréal. Ça, c'est là que tu l'as. C'est là que je l'ai essayé. Ils ont dit, il est malade. On va le garder. C'est ça, OK. Ah, cool. Puis, c'est ça, tu sais, quand tu fais le tour du monde, puis quand tu as joué pour la reine, là, devant la reine, tu sais, comment tu gères le succès? Comment tu gères ça? Moi, je trouve que c'est pas tant de succès que ça. Ouais? Non, c'est sûr que des fois... pour un petit gars de Drummondville, là... Non, mais des fois, on est c'est quand même cool, là. C'est impressionnant. Non, mais je pense que je gère bien ça, tu sais. Mais il y a une chose qui m'aide à garder les pieds sur terre, OK? C'est que, étant donné que... J'ai gardé l'appareil. Mais ça aide. Il y a une affaire qui aide. C'est que, étant donné que, comme on disait tout à l'heure, j'ai fait beaucoup plus de choses à l'extérieur. Puis quand j'arrivais ici, mettons, pour faire un petit événement ou une petite tournée, j'ai des fois que ça plus dure un peu ces médias. Ouais. Les gens aussi, ça prenait un certain temps. Il fallait que je refasse une autre tournée 2 ans après. Là j'aurais eu des plus grosses tournées plus longues. Ouais. Mais moi, mon idée, c'était juste de venir au moins au Québec. Mais après ça, je continuais d'aller faire mon argent. Gagner
gagner ma vie, puis faire les voyages finalement, ce que je voulais faire. Tu sais. Ben ouais. Mais t'aurais pu juste engager une relationniste de presse ou... C'est ça, mais je le fais occasionnellement maintenant. Mais justement, l'affaire dont je parlais, qui me garde les pieds sur terre, c'est que, regarde, récemment, juste avant la pandémie, moi, je joue au billard. Tu sais, j'aime ça, toujours apprendre des choses, mais même si je suis poche, j'aime ça, j'apprends. Tu sais. Donc, j'ai une petite ligue de billard pour le fun, puis ça fait une belle activité sociale aussi. Et puis, fil en aiguille, on finit par faire connaissance avec les autres joueurs, tu sais. Puis, mon il y en a un qui me demande, moi, je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Puis, souvent, il me dit son travail. Puis, il dit, toi, ben, je dis, moi, je fais des spectacles. Puis, tu fais ça où? Gagnes-tu ta vie avec ça, tu sais? Regarde ça, déjà, ça aide. Ouais. Et puis, ben oui. Puis, je dis, tes derniers spectacles, c'est, ben, là, j'ai les 2 derniers spectacles, c'est en Pologne, l'autre, c'est le Koweït, et puis, Buckingham, j'étais allé faire un spectacle pour la reine. Le gars, là, je mens pas, il s'est en allé plus loin, il pensait que je riais de lui. Ah ouais? Il pensait que je le niaisais. Puis après ça, il est arrivé à la pandémie, on s'est pas revus. Et puis, c'est pas grave, là, il a pensé pas. Moi, j'ai dit, hey, c'est bon pour l'humilité, ça. Et puis, on le revoit, puis il y a peut-être, après la pandémie, là, on se dit, hey, puis là, fais-tu encore des spectacles? Là, c'est bon. Là, il s'est informé. Tu sais, ça s'est mis à se parler un peu que, ah oui, lui, il paraît, hey, il était fou, la reine. Il est allé à David Letterman. Okay. Il avait fait le Tonight Show. Il niaisait pas, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, tu sais, ça aide un gars à bien gérer son succès. À pas s'en faire la tête avec ça. Hey, oui. Ouais. T'as-tu reparé à Jean Roy depuis? Ou Oui, il y a à peu près 15 ans. OK. On a passé à peu près 20 ans à pas être en contact du tout. Mais malheureusement, tu sais, moi, ce que j'ai entendu de lui, c'était que tout à coup, mettons, j'étais au Grand Rire un moment donné, on était avec plusieurs artistes, on finit par se connaître au bout de 3-4 jours, on fait plusieurs galas, puis on a du fun. Puis il y en a qui me disent, hey, sais-tu, t'étais un bon gars, toi? Je dis, ouais, comment ça? Ben oui, ouais, mais ça. Ben, tu devrais entendre ce que l'autre t'a dit de toi. Ah ouais. Ça, j'ai entendu ça au fil des années, là, à répétition. Mm-hmm. Alors, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais que je partage là, entre nous autres, là, puis moi, j'ai jamais dit un mot. Fait que là, je pense qu'on a fait des belles choses ensemble, mais là, j'ai juste dit un petit côté que, tu sais, faut arrêter ça, là. Ça devrait être arrêté. Mais tout ça pour dire que... C'est pour ça que vous êtes reparlé... Mais en fait, le premier printemps, le premier été après notre séparation, on s'est vu sur la rue Saint-Denis par hasard. J'étais avec un chum, puis il était avec un de ses amis, et puis... on s'est arrêté. Les deux de nos amis sont arrêtés pour se parler. Puis moi, je regardais Jean pour le serrer la main, puis lui, il regardait l'asphalte. Là, il y avait quelque chose de bien intéressant dans l'asphalte, je sais pas. Mais il l'a regardé tout le long. OK, fait que... Et puis là, j'ai pas... il m'a rappelé quelque chose comme 20 ans après. Puis là, ben, OK, jasé. Fait que ça, c'est correct. Vous avez enterré la hache de guerre? Non, pas vraiment. Non, je veux dire, on n'est pas... C'était loin, tout ça, là, tu sais. OK. Puis moi, donc, j'ai senti quand même... oui, je dirais que la hache de guerre a bien y pensé, là, est enterrée, parce que, oui, on a une couple de petites... un petit mot écrit aussi, là. Oui, ça, c'est une bonne affaire. Parce que j'aurais tellement voulu... Tu sais, des fois, je vois des groupes qui survivent, entre guillemets. C'est-à-dire, même après une séparation de groupe, que des gens soient encore en contact, c'est une chose que j'aurais aimé, tu sais. J'aurais aimé ça, tu sais, un divorce, entre guillemets, à l'amiable, tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé. On peut pas... changer le passé. Ben non, c'est ça. OK. Parce que lui, c'est quoi? Il avait continué les fous-braques, je pense, oui, avec quelqu'un d'autre? Ben oui, cette affaire-là, tu sais, on parlait tantôt d'argent. Il y avait de l'argent là-dedans. Tu sais, on avait ensemble 95 000 $, les fous-braques, tu sais, de matériel. Bon, mais... il voulait tout. Fait que là, les comptables et tout ça, quand on revient à ça, on parlait de ça au début. Ouais. Ben, tu sais, là, il dit, ben non, tu sais, c'est pas ça. Alors, finalement, écoute, après le niaisage, moi, je m'étais dit, je suis en train de m'empêtrer là-dedans, alors que moi, mon idée, c'est de partir puis de faire quelque chose de nouveau. Fait que, je dis, donne-moi 10 000 $, là, tu gardes tout. Il voulait le nom des fous-braques aussi. Prends-les. Fait qu'il a continué les fous-braques. Donc,
je dis, là-dessus, ça a été clair, ça. Mais au moins, moi, je me disais... J'en ai fini. Je m'en vais. Avec les 10 000 que j'ai fait, mais je t'ai acheté des ballons. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça que ça coûtait. T'as acheté de l'affaire de ballons. OK. C'est vrai, je viens de penser à ça. Je n'y avais pas pensé. Hey, Michel Lauzière, ça a vraiment été cool. Fait que gros merci. Merci à toi. Comme ça, 1h48. T'es pas sérieux? Mais ouais. On s'est jasé pendant tout ce temps. Tabarnouche, j'espère que ça va être aussi bon que les autres podcasts que j'ai écoutés. Inquiète-toi pas, mon gars, man. Un gros merci. Puis c'est ça. Là, tu t'as sorti un vidéo, justement, que c'est un film sur toute ta carrière. Oui, et la manière de préparer mes affaires aussi. Tu sais, des petits bouts, des petits clips rapides qui montrent la construction d'une patente. C'est ça. Puis après ça, qu'est-ce que j'en fais sur scène. Ouais. Puis ça, c'était en vente sur ton site, je pense. Sur mon site Internet, ouais. Puis... à peu près, avec les taxes, ça fait 6 et quelques, là. Ouais, OK. Et puis, on peut le louer pour 24 heures, donc en streaming, en web diffusion, je pense qu'il appelle. OK. Et puis, c'est ça. Donc, ça c'est pour que les jeunes comme toi, ils sachent qu'est-ce que leurs parents, dans le temps de leurs parents, qu'est-ce qui se passait. Mais il y a des choses récentes aussi, hein, parce que il y a des choses récentes quand même, là. Il y a des choses qui sont pas mal à jour. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? T'es-tu vraiment à retraite ou... C'est un peu... Moi, ce que je dis des fois, là, puis c'est ça qui se passe, c'est que moi, on dit que c'est dur de s'en aller, de quitter un métier quand toute ta vie, tu t'es amusé comme un enfant, puis t'as eu la chance de faire rire le monde. Fait que, tu sais, là, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à part de juste prendre les spectacles qui ont l'air le plus le fun, les endroits qui sont les plus amusants, où je peux amener ma femme, on prend des vacances, puis on fait un show. Ce qui paye les dépenses et plus. Fait que, mais c'est à peu près ça. Okay. Mais j'en ai, là, quelques-uns jusqu'en 2024. Mais en 2024, là, rien de bien stressant, là, tu sais, je prends des 20 minutes, une demi-heure, pas plus, là. Mais tu sais, c'est le fun, parce que j'aime encore ce contact-là. Et puis, mais j'ai dit à mes enfants, à ma famille, là, toute la gang, là, je leur ai dit, si à 70 ans, là, en 2024, je vais encore partir pour faire des spectacles, attachez-moi, bâtins. Ah ouais? Parce que faut savoir arrêter. C'est ça, puis profiter de la vie. Ben, c'est ça, moi, c'est ça. C'est comme ça que je profite de la vie. C'est ça, j'essaie d'autres choses. Je joue de la guitare, je joue au billard. Puis tu fais des peintures aussi? Je vais dehors. Oui, je vais faire des peintures aussi. Tu fais des peintures. Ça aussi, c'est sur mon site. Ouais, ben, sont belles tes peintures, je les ai vues. Là. Ah, ben, merci. Ils sont vraiment cool. Ben, calique, j'espère qu'ils vont partir parce que moi, sans dessin que je suis, quand j'ai commencé, il y en a des peintures dans celles que tu as vues qui ont 40 ans de vieux. Puis quand j'ai commencé, j'avais exposé une coupe de place au pavillon de l'humour dans le temps à Terre des Hommes. Non, okay. À Trois-Rivières aussi, un musée de l'art populaire, je sais pas trop. Mais j'ai eu des offres, des gens qui voulaient acheter mes peintures. Puis moi, dans ce temps-là, c'est comme si c'est comme mes enfants. Ben non. À cette heure, je me dis, peuvent-tu partir? Tu sais, j'en ai plein la cave, là, tu sais, à un moment donné. Il faut que ça vive, ça. c'est comme quand t'as un enfant qui a 40 ans, il est encore à la maison. C'est ça, hein? C'est ton Tanguy. T'es en plein ça. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est vraiment cool. On se revoit la semaine prochaine. Gros merci encore à Michel Lauzière. C'est super apprécié. Merci, Jérémy. C'était fun. Bon, ciao tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.